3, 4. On a eu un bug de micro. Du coup, le seul qu'on entend bien, c'est King Tao. Yeah, on a eu un bug de micro. Du coup, le seul qu'on entend bien, c'est King Tao. Stop. Alors, même si on a eu effectivement un bug de micro, le seul qu'on entend bien, c'est pas King Tao. Moi aussi, on m'entend bien. Juste, j'ai une réverb de bâtard qui m'accompagne. J'ai désespérément essayé d'arranger ça au montage, d'égaliser nos deux niveaux sonores. Ça a été très compliqué parce que, eh bien, je suis un petit peu une bille en son. Voilà, j'ai fait des études en tant que monteur et pas en tant que mixeur. On espère que ça vous dérangera pas parce que, eh bien, on a adoré faire cet épisode. Vraiment, il est rempli de beaucoup de points qu'on aime beaucoup. On en est assez fiers, pour être honnête. Voilà. J'ai très hâte que vous puissiez le découvrir. Du coup, je vais fermer ma bouche et je vous souhaite bien un bon voyage, un bon parcours dans l'univers de Phantom Manor. Notre visite commence ici, dans cette galerie, où vous pouvez admirer la douceur et l'innocence de la jeunesse. Hélas, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. Tous les contes n'ont pas de fin heureuse. Par ailleurs, il n'y a ni porte, ni fenêtre. Quel angoissant problème à résoudre, par où sortir? Si vous ne trouvez pas le moyen de vous échapper, le fantôme des lieux se fera un plaisir de vous aider. J'ai bien peur que vous ne soyez contraint de me suivre. Bienvenue, pauvre mortel, dans le manoir hanté. Hello les Illustros et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Enfants du cinéma. Un épisode en série et pas hors série. En série car je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de King Tao. Un épisode qui est spécial. Pourquoi? Eh bien parce que c'est un épisode spécialement dédié à Halloween, puisque normalement, si je me suis bien débrouillé au montage, vous l'écoutez le 31 octobre 2025. Et c'est un épisode spécial, pourquoi? Deuxième fois, eh bien parce que, même si King Tao et moi, nous allons évidemment vous parler de cinéma au cours de cet épisode, eh bien nous allons vous parler d'une autre manière d'approcher un univers, une autre manière que être face à la grande toile. Bonjour King Tao, bienvenue dans cet épisode qui t'est très cher et tu vas nous expliquer pourquoi. J'espère que tu vas bien, je suis très content d'enregistrer un nouvel épisode avec toi. Oui, merci de me recevoir encore chez toi. Bonjour donc JB et bonjour aussi à mes King Taos. Parce que vous avez certainement vu le short qui a bien marché d'ailleurs, merci beaucoup. Et aussi le trailer. Je voulais faire un peu un espèce d'étrangeté, d'Halloween. Donc oui, ça me tient à cœur aujourd'hui de vous parler, non pas des moins de deux films, d'un double programme. Ce qui se fait souvent d'ailleurs au cinéma, à Halloween, un double programme, une duologie. C'est pas tout à fait une duologie, mais ça parle du même thème. Et nous allons aussi parler de quelque chose en lien avec le film, dont je dévoilerai les petites choses enfin d'épisode spécial qui me tient tant à cœur. Et donc, dans cet épisode, nous allons vous parler tout d'abord des deux longs métrages inspirés de l'attraction Le Manoir Hanté de Disneyland. Ce sont donc évidemment deux longs métrages Disney. Le premier, à savoir Le Manoir Hanté et les 999 fantômes, est sorti en 2003. Et le deuxième, intitulé Le Manoir Hanté tout court, est sorti en 2023, si je ne m'abuse, soit exactement 20 ans après la première expérience cinématographique de cet univers qui a marqué tant de gens dans les parcs Disneyland, dans de nombreux pays, parce qu'il n'y a pas que Disneyland en France ou aux États-Unis, il y en a ailleurs, mais ça, on va l'explorer un petit peu plus tard, parce que dans la deuxième partie, King Tao va vous offrir un travail de recherche muni d'anecdotes, muni de liens, muni d'histoires sur cette attraction phare des parcs Disneyland. Alors, pour ce qui est du premier long métrage, Le Manoir Hanté et les 999 fantômes, Dieu que j'adore ce titre,
Il est sorti le 18 février 2004 dans nos salles obscures, et donc non de 2003. Peut-être qu'il est sorti en 2003 aux États-Unis, mais qu'en France il est sorti en 2004. Nous sommes en retard. Il dure 1h28, c'est de la comédie, de la famille, du fantastique. C'est réalisé par Rob Minkoff. Et alors qui c'est ce Rob Minkoff? Eh bien pour ceux ou celles qui ne le sauraient pas, il a notamment été réalisateur sur l'un des longs métrages d'animation les plus cultes de la firme Disney, à savoir Le Roi Lion. Effectivement, c'est un hasard qu'on prend parce que c'est intéressant. Le Manoir hanté, les 999 fantômes est scénarisé notamment par David Berenbaum et compte à son casting une star, à savoir Eddie Murphy, mais également Terence Stamp ou encore Nathaniel Parker. Le titre original est The Haunted Mansion, et voici ce qu'il nous raconte. Agent immobilier accro du boulot, Jim Evers traîne sa famille jusqu'à une grande et glaciale demeure qu'il rêve de transformer en un somptueux immeuble en copropriété. Mais à son arrivée, la famille Evers découvre très vite qu'elle n'est pas seule dans la maison. 999 fantômes sinistres et grimaçants se manifestent pour venir faire connaissance. Et ils ne partiront pas tant qu'ils n'auront pas terminé ce qui les retient dans la maison. C'est à Jim qu'il revient de briser la malédiction et de redécouvrir que sa famille a besoin de lui avant que la pendule ne sonne son 13e coup. Chiffre 13 important, puisque King Tao hors micro m'a dit « Mais on enregistre cet épisode quel jour, Jean-Baptiste ?» Je lui ai répondu le 26 octobre. Et 26, c'est 13 plus 13. Vous savez que le chiffre 13 est important pour le podcast Enfants du cinéma. On y est souvent revenu dans plusieurs épisodes. Et à chaque fois, il se trouve que c'est avec des hasards. Le Manoir hanté et les 999 fantômes est, comme vous vous le doutez, disponible sur Disney+, comme eh bien, la deuxième adaptation que je vais m'empresser de présenter maintenant également. Le Manoir hanté, deuxième mouture, est sorti le 26 juillet 2023. J'en ai d'ailleurs fait une critique à l'époque pour le mois Halloween numéro 2 et je m'étonnais que ce film soit sorti en juillet et pas en octobre. D'ailleurs, ce film a malheureusement bidé au box-office. Il dure 2h02, soit 40 minutes de plus que le précédent, si mes calculs sont justes. Et mes calculs ne sont pas du tout justes en fait. Je suis en train de m'en rendre compte. Toujours les maths, c'est un problème chez Jean-Baptiste. C'est un problème chez moi. C'est 30 minutes de plus, magie du réel. Tiens, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas dit celle-là. Real Magic. C'est de l'aventure de la comédie de la famille du fantastique. C'est réalisé par Justin Simia. C'est écrit notamment par Katie Dippold. Et nous retrouvons au casting Lakeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson ou encore notre cher Danny DeVito et notre beaucoup moins cher Jared Leto. Le titre en VO est un peu différent puisque c'est Haunted Mansion et pas The Haunted Mansion. Tu as quelque chose à dire? Oui, tu as oublié une personne très connue qu'on aime de tout notre cœur qui s'appelle Jamie Lee Curtis. Eh bien, je ne l'avais pas oublié. Ah J'allais faire une mouture. Et tu as tout gâché. Mais non, tu n'as pas tout gâché. Effectivement, il y a Jamie Lee Curtis. Maintenant, ce long métrage, eh bien, que nous raconte-t-il? Inspiré de l'attraction mythique des parcs Disneyland, sans déconner, Le Manoir hanté raconte l'histoire d'une mère et son fils qui engagent une équipe de pseudo-experts pour les aider à chasser les différents spectres et fantômes qui hantent leur maison. Un scénario différent de celui du premier film et un résumé, je trouve, bien moins excitant que celui du premier film. Mais bon, on va parler de la qualité de ces deux longs métrages tout de suite. Alors moi, je les ai revus, parce que je les ai vus il y a très longtemps. Le premier, en tout cas, je l'ai vu suite à l'attraction que j'aime beaucoup, de toute façon. Petite anecdote, j'étais allé au parc avec mon papa un jour, et je voulais y aller tout le temps. Et après, je me suis dit, bah oui, c'est cohérent. Et aujourd'hui... L'attraction. Oui, l'attraction. Et en fin de compte, le film, faut savoir, inspiré, librement adapté des attractions des États-Unis. Parce que le travail, je raconterai à la deuxième partie, mais celui de la France est un peu moins connu outre-Atlantique. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas tellement si on est fidèle à l'attraction, en tout cas de Paris, entre Gracie et Ravenswood, j'y reviendrai. Mais en tout cas, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah moi, j'ai toujours préféré le premier au deuxième. Alors, c'est pas des excellents films,
pour moi, même si le 2 je l'ai vu au cinéma, donc je l'ai quand même soutenu. C'est que le premier, moi, ma première impression, je me souviens, c'était vraiment, je disais, l'attraction. Puis après, je l'ai revu avec mon travail, avec le fait qu'on était allés tous les deux à Disneyland, donc on adore cette attraction. Mais par rapport à l'attraction, qui, je disais, s'adaptait plus librement de celui des États-Unis, moi, je le préfère aux deux. C'est-à-dire que même si l'humour est pas toujours là, ça fait l'affaire. J'ai trouvé que les blagues, des fois, tombaient à l'eau de la part de Eddie Murphy, des fois. Il y en avait certaines où il n'y avait pas de blagues, à proprement parler, du verbal, qui faisait mouche. Et en fait, c'était pas forcément de voir est-ce que c'était fidèle, en fait. C'était surtout de voir qu'est-ce qu'il y avait qu'on pouvait retrouver dans le Phantom Manor, pour mettre en lien, parce que c'est ça. Et comment c'était réadapté? Est-ce que ça fonctionnait dans le scénario, à la mise en scène, vis-à-vis des personnages qui sont nouveaux? Parce que dans l'histoire de l'attraction, il n'y a pas la famille Evers. Hein, donc, Non, et en plus, il y a deux choses marquantes qui peuvent être liées au Phantom Manor, parce que j'ai vu dans des choses, je fais un peu le teasing, mais c'est que dans ce film-là, on a donc le rôle campé par Terence Stamp, qui avait joué dans Last Night in Soho, d'ailleurs. Regretté. Voilà, qui nous a quittés. Qui nous a quittés cet été. Qui joue ce rôle de majordome et qui, en fin de compte, est habillé un peu comme un cast members de Disney en violet. Il y a celle-là qui est très proche de Phantom Manor, peut-être la seule chose. Et sinon, c'est Madame Léota, qui, dans une séance de spiritisme avec une boule, une tête à l'intérieur. Je raconte pas parce que c'est dans la deuxième partie. Mais en tous les cas, c'est une chose qui se retrouve dans presque toutes les attractions. Mais voilà, c'est surtout le film comparé à l'attraction. Toi, ce qui t'a intéressé, c'est un film qui t'a plutôt plu, mais c'était surtout, en fait, vu que t'étais dans un travail de recherche, de repérer les points communs avec l'attraction, de repérer les choses nouvelles, comment c'était agencé, et enfin, c'est une bonne comédie familiale, un peu épouvante pour les jeunes. Ouais, les personnages m'y attachent plus. Au premier. Cette famille, ouais. Beaucoup plus que le deuxième, si tu veux qu'on en parle. Vas-y. Le deuxième que j'avais mis 3,5 parce que bon bah quand j'étais plus jeune je disais ouais les films faut leur mettre beaucoup de bonnes notes. Non, je rigole mais je l'ai baissé à 3 en fin de compte. Je le trouve moins bien que le premier parce que bon déjà les personnages je m'y attache moins et pourtant c'est une histoire différente qui pourrait être aussi super bien. Après c'est pas l'histoire qui m'interpelle beaucoup, c'est les personnages qui en plus, avec un personnage qui est un peu maléfique. Interprété par Jared Leto. Voilà, qui est le Hatbox Ghost, dont je parlerai encore dans la deuxième partie, hein, je vais pas redire, mais en tous les cas, ce personnage-là, il est surtout dans le 2, il est pas dans le 1. Il est pas dans le 1, mais est-ce que, en fait, il est arrivé dans le deuxième parce que, mais ça tu vas peut-être en parler après, il y a eu quand même des réinventions de l'attraction. C'est-à-dire que l'attraction, au tout départ, n'est pas la même que l'attraction qu'on a pu faire cet été, je crois. Oui, mais ça c'est pour la France. Okay. Après, le premier film est sorti en 2003 et l'autre en 2023. Sauf que toutes les attractions de Phantom Manor, tout ça, tout ce qui est en lien avec The Haunted Mansion est déjà sorti avant. Okay. Après, il y a eu des rénovations, des réhabilitations. C'est ce qu'on a eu d'ailleurs pour nous, pour Phantom Manor que j'avais vu. Mais il n'y a pas forcément eu de réinvention de l'histoire en fait. Donc en fait, ce personnage interprété par Jared Leto, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est présent dans l'histoire qu'au cinéma, quoi. Non, parce que ce personnage, j'en parlerai aussi. Okay, mais je préfère pas tout dire, c'est normal. Mais voilà, c'est ça qui fait la force aussi de ce film. Mais après, les autres personnages, même Danny DeVito, le fils m'insupporte aussi. Il y a quelques personnages, ça va, mais je m'attache moins à ça. Le récit, la narration, le scénario. Et puis, comme tu disais, c'est un travail de recherche. Donc moi, je vais moins me dire, ah, voilà, il y a ça, je vais pas forcément que faire des liens, mais voir le rapprochement librement adapté. C'est pour ça que c'est important de dire librement adapté, parce que des fois on dit, oh là là, c'est pas fidèle, c'est pas cohérent, parce que, en fin de compte, il y a des choses qu'on peut pas mettre dedans aussi, qui sont compliquées à mettre en place. Et je trouve que c'est pour ça que je préfère la première version. Ouais, la première version, mais je préfère, par rapport aux deux, l'attraction. Parce que l'attraction, en fait, c'est un film. Tout bêtement, en fait, c'est tous les effets spéciaux, ils mettent une pâtée, tu cherches le terme que tu veux, aux deux films. Mais, je dirais que je préfère le côté pellicule et le côté des effets spéciaux du premier film qui me paraissent plus dans l'air du temps ou l'air de l'attraction. Plus que le deuxième, qui se veut plus être numérique, qui se veut être plus, on va dire, étoffé, de choses magnifiques. Mais je trouve que le côté qu'il n'y a pas de patine, qu'il n'y a pas de charme, de matière, fait que le deuxième film de 2023 fonctionne moins dans ton imaginaire que le premier qui est bien plus palpable et auquel on parle plus en fait. Je me sens moins proche. Okay. Et d'ailleurs, quand j'ai fait mes recherches de Phantom Manor, malgré que ça soit fictif, j'avais l'impression d'y être. Voilà, moi je trouve que non, le premier film est bien, un film familial, il fait pas tellement peur, mais il y a des choses voilà, qui amènent à des questionnements. Mais le deuxième marche moins pour moi. Il est plus artificiel pour toi. Ouais, c'est-à-dire qu'à l'époque, toi tu me disais que tu préférais le 2 au 1. Alors maintenant, je te laisse me dire ce que t'en as pensé. Alors, j'ai revu donc le premier hier soir avec ma famille. Je n'ai pas revu le deuxième, parce que le deuxième, je m'en souviens bien. Mais alors, il s'est passé un truc. C'est que le premier, le Manoir hanté et les 999 fantômes avec Eddie Murphy... Tu l'avais déjà vu, excuse-moi? Je l'avais déjà vu. Ah, ok.
Il s'est passé un truc, c'est que je l'avais déjà vu petit, j'en avais aucun souvenir. Je l'ai revu plus tôt dans l'année, et j'ai mis 2,5 sur 5, je n'étais pas spécialement rentré dedans. Le film ne me faisait pas vraiment rire, puis voilà, j'étais un peu passé à côté, quoi. Et je l'ai revu hier. Et en fait, je trouve que c'est un super film. Alors, c'est un film qui a des défauts, mais je ne comprends pas comment je n'ai pas été séduit par plusieurs aspects de ce long métrage plus tôt dans l'année. Je suis un grand amoureux du cinéma du concret, c'est-à-dire du cinéma où on a des vrais plateaux, des vrais décors, où on peut interagir avec. Le cinéma de la palpabilité en soi. Et cette palpabilité, je l'avais quand même ressentie dans la deuxième mouture, même si j'avais noté qu'il y avait du numérique, mais j'avais noté qu'il y avait du numérique de qualité surtout. Mais là, je dois dire que j'ai été pour cette première mouture impressionné et surtout extrêmement séduit par les décors qui ont une patine très agréable, qui ont un nombre de détails incalculables. Tu sens que ça a été vraiment bossé, et surtout c'est assez impressionnant d'avoir reconstruit tout ça. Alors il y a peut-être un mix entre un vrai manoir qui existe et des salles entièrement reconstruites pour coller les décors de l'attraction. Dans tous les cas, c'est un travail d'orfèvre, et surtout, au-delà d'être magnifiques, ces décors, eh bien, ils sont superbement mis en scène à l'aide des protagonistes de l'œuvre ou des antagonistes de l'œuvre qui vont constamment interagir avec. Et donc, j'y crois à cet univers. Alors bien sûr, il y a quelques effets spéciaux numériques datant de 2003 qui ne sont plus trop au goût du jour, mais tu sens, tu sais, il y a des films comme ça où tu sens qu'à l'époque, ça passait. Parce que c'était quand même travaillé. J'aime beaucoup cet aspect un peu kitschouille des fantômes dans la scène du cimetière, très bleu, mais où ce qui te fait croire à ces fantômes, même s'il y a un habillage numérique, c'est que c'est des vraies personnes qui ont été filmées séparément pour ensuite être transformées en fantômes. Et là aussi, si tu regardes tous leurs costumes, t'as l'impression que tu peux les toucher, tu sens que c'est des vieux costumes qui ont vieilli, qui racontent quelque chose. Donc en termes de direction artistique, le film est parfait. Et à la mise en scène, c'est pas une mise en scène exemplaire, mais c'est une mise en scène que je trouve sacrément ludique, parce que on va avoir cette source dans laquelle le metteur en scène puise, du merveilleux, du fantastique, de l'épouvante un petit peu pour les jeunes, de manière très intelligente, parce qu'on va donc avoir ce personnage interprété par Eddie Murphy, qui est un agent immobilier, et sa construction par rapport à l'univers fonctionne très bien et très efficace, parce que forcément il va arriver dans ce manoir, donc là où son fils lui va voir quelque chose d'inquiétant, lui il va surtout voir tout ce qu'il peut récupérer, tout ce qu'il peut vendre, tout ce qui peut lui apporter de l'argent. Et donc on va avoir toute une scène au début où Eddie Murphy va regarder plusieurs salles, plusieurs aspects de ces salles. On va nous présenter notamment des personnes en armure, on va nous présenter des tableaux, on va nous présenter des tas de choses, vraiment avec un regard de la part du personnage d'Eddie Murphy très pécunier, donc ancré dans le réel. Et ensuite, on va avoir une sorte de contre-champ gigantesque à tout ça, où plus on va avancer dans le film, plus le personnage d'Eddie Murphy va revoir ces mêmes choses, les armures, les tableaux, mais cette fois-ci avec un regard plus de peur, où là où il avait le pouvoir sur ces armures, sur ces tableaux, sur tous les aspects de ce manoir, pouvait vendre et donc récupérer de l'argent avec, eh bien cette fois-ci il va avoir un regard, non pas de dominant, mais de dominé par le fantastique. Je trouve que la manière dont le fantastique eh bien, se balade et prend de plus en plus le contrôle sur les personnages et l'œuvre, eh bien c'est sacrément efficace, sacrément ludique la manière dont c'est montré, parce que il y a vraiment une superbe utilisation des décors, et puis ça se réinvente pas mal, parce que le réalisateur, pourquoi je disais qu'il avait réalisé Le Roi Lion? Parce que c'est très important, il vient de l'animation, et donc on va avoir un mariage entre des scènes plutôt réalistes, puis des scènes, notamment avec Madame Léota, avec un aspect très cabaret, très cartoon, très animation dans sa mise en scène, qui va empêcher qu'on soit gêné, même aujourd'hui, par certains habillages numériques. Parce qu'il y a une telle volonté, un peu comme peut le faire George Miller dans Furiosa. Bien sûr, il le fait bien mieux, George Miller, mais il y a une telle volonté d'inclure un style d'animation, qu'en fait ça passe, même le kitsch passe. Et on va retrouver cette dimension cartoon aussi avec le carrosse, des fantômes, avec tous les fantômes dans le cimetière, et notamment avec ces petites statues qui vont chanter. Là aussi c'est ludique, la manière dont elles vont porter tout un univers en elles, un univers de chansons qui vont apporter des éléments qui vont faire avancer l'intrigue. Tous les personnages sont utiles,
pour amener à un propos ou pour faire avancer l'intrigue. Et tous les décors et tout ce qui se trouve dans ces décors ont le même rôle. Chaque élément sert à quelque chose cinématographiquement parlant. Et puis il y a aussi des séquences que je trouve vraiment badantes pour des enfants. Donc badantes, ça veut dire qui font peur, parce que toute la séquence, par exemple, tu vois, avec les squelettes dans la crypte, et honnêtement, j'aurais vu ça petit, alors j'ai peut-être vu petit, mais j'en ai aucun souvenir, mais je pense que j'aurais vu ça petit en ayant des souvenirs, j'aurais eu peur, parce que c'est pas des squelettes by 2025. Les squelettes by 2025, c'est des squelettes qui sont tout propres. Et là, ils sont pas propres, ils sont complètement désarticulés, ils sont bourrés de verre, ils sont bourrés de toiles d'araignée, de saleté, ils ont des dents qui partent à droite, qui partent à gauche. Voilà, ça fait vraiment peur. Un peu à la Pirates des Caraïbes, d'ailleurs Pirates des Caraïbes 1 qui est sorti en 2003 également. Et donc en fait, c'est peut-être du nivellement par le bas, mais je retrouve dans le manoir hanté les 999 fantômes une science du ludique, une science du concret et surtout une manière de faire du cinéma maintenant malheureusement désuet, où on avait pas peur de pouvoir faire peur à des jeunes enfants, parce que c'est utile que des enfants aient peur dans des films pour enfants, parce que c'est ça qui va les faire grandir, c'est ça qui va leur faire comprendre la différence entre la fiction et la réalité. Et donc j'aime tout ça, et puis je retrouve un amour, même s'il y a du numérique, il y a des effets pratiques, je retrouve un amour du détail, et surtout une vraie volonté de renouveler son récit, autant à l'écrit qu'à la mise en scène, très intelligente. Puis moi, personnellement, le film m'a fait rire cette fois-ci. Alors est-ce que c'est parce que je l'ai vu en famille et que mon père rigolait et que ma mère rigolait? Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a des films qu'on peut voir tout seul. On peut mal les juger, parce qu'une fois qu'on les voit en famille, vu que c'est des films quand même spécifiquement créés par la famille, et on les revoit à la hausse. Alors bien sûr, il y a des défauts parfois, il y a un côté ludique qui est cassé par une surexplication des enjeux, c'est un petit peu dommage. Parfois oui, le Eddie Murphy Show ne marche pas tout le temps, même si les enfants ont une utilité dans le récit, ils n'ont pas la plus grande, on aurait aimé que ça soit un peu plus conséquent. Il y a peut-être un tout petit peu de longueur vers la fin, mais bon, sinon Terence Stamp est absolument admirable, vraiment, il fonctionne très très bien, et à son âme. Et puis je trouve que même si c'est adapté de l'attraction américaine, il y a quand même forcément des points communs avec la France, et je trouve que ce qui est piqué dans l'attraction, notamment la scène de bal, etc., qu'on connaît tous, c'est respectueux et c'est bien fait. Oui, je voulais juste aussi rebondir sur ce que tu as dit sur Madame Léota, tu disais... Ouais, voilà. Retenez et peut-être marquez-le quelque part, parce que j'en parlerai à la deuxième partie, tu as dit cabaret. Ouais. Cabaret est très important par rapport à Madame Léota et une autre personne. Voilà, je le mets comme ça, je tease en même temps dedans. Et je voulais revenir aussi, ça m'est venu comme ça, d'un coup, comme une pensée philosophique... Je rigole bien sûr. C'est l'histoire des squelettes dans la crypte. Moi ça m'avait vraiment pensé à Taram et le chaudron magique. Ouais, où il y a ce côté un peu crado. Et je sais que ce film-là, compliqué pour Mathilde, pour ta sœur d'ailleurs, tu en as parlé. Pour moi pendant très longtemps. Ouais. Et je l'ai revu parce que pour moi je l'associe avec Merlin, parce que ce sont deux films avec de la magie, magie blanche, magie noire. Je trouve que voilà, il y a vraiment ce côté fidèle de Disney, mais fait en film, en image, pas animée, quoi, en prise de vue réelle. Et je suis plutôt d'accord avec toi sur ça, et je suis assez admiratif de ce que tu dis, du fait que, parce qu'il y a la famille, parce qu'il y a ci, il y a ça, t'as plus aimé. Et c'est vrai que moi quand je l'ai vu, bon, comme je l'ai vu pour des recherches, je l'ai pas vu pour me dire, oh, allez vas-y, je vais me faire plaisir avec le film, je rigolais, comme le fantôme. Non, en fait, il y a des trucs qui me faisaient rigoler, il y a des trucs non, mais en fait, je m'en fichais un peu, tu vois, de rigoler ou pas, parce qu'en fait, je venais surtout chercher plutôt des choses qui va un peu prendre dans l'attraction. Et tu parlais de la scène du bal, on parlera aussi de la scène du bal dans le 2, il y a cette orgue, mais je trouve, moi, que ça fait la part belle à plein d'autres films de l'époque. Après, t'as parlé de Pirates des Caraïbes, mais je trouve que le film se tient, et je trouve que, on dit souvent, c'est pas que c'était pas bien avant, mais il y a des trucs qu'on aime moins parce qu'on veut du numérique, mais en même temps, je trouve que ce côté-là passe bien, ce côté kitschouille, tu disais, passe bien. Moi, ce que j'aime beaucoup dans le premier film, c'est parce que c'est le mariage qui me convient. C'est-à-dire, on va dire 50%. Il y a un mariage, il y a un mariage dans le 1. 50% de concret, 50% de factice. Moi, c'est ce que j'aime dans le cinéma. Après, bien sûr, j'ai beaucoup moins de mal avec le 100% concret qu'avec le 100% numérique. Mais donc, pour passer au deuxième, et je vais être un petit peu plus court, je trouve que c'est un film sympathique. Je trouve que c'est un film effectivement beaucoup plus bourré de numérique. Mais c'est un numérique, j'ai revu des images, qui est assez joli. On sent qu'il y a eu du travail dessus, en même temps le long métrage a eu 150 millions de budget, ce qui n'est pas rien. Je trouve que y a des très belles peintures, notamment dans le climax avec ces fantômes et leurs couleurs qui sont si particulières. Et surtout, je retrouve, même si ok, c'est peut-être aidé par beaucoup de numérique, je retrouve cette interaction folle
avec les décors en permanence. Ce que j'aime, c'est qu'entre guillemets, c'est un remake de la part de Disney, comme ils ont l'habitude de faire, mais c'est peut-être l'un de ceux qui réinventent le plus de choses. Alors oui, on retrouve des scènes similaires à celui avec Eddie Murphy, mais on retrouve également plein de nouvelles choses, notamment avec tous ces décors qui s'élargissent, qui se retournent, avec aussi le fantôme qui est fan de l'océan. Voilà, cette scène de la salle de bain qui est très inventive, qui fonctionne très bien, avec le fait que quand tu mets un pied dans le manoir, une fois que t'en ressors, eh bien tu pourras aller à Pétaouchnok, et bien les fantômes te suivront. Donc c'est une nouvelle dynamique, c'est de nouveaux enjeux qui sont bien cultivés, qui me plaisent. Les personnages, moi je m'y suis attaché. Alors peut-être que je m'y attache moins que dans le premier opus, mais je m'y suis attaché, je trouve qu'ils portent des arcs, des thématiques, des propos qui sont intéressants et bien développés, sans être non plus avec une subtilité ou avec un travail acharné pour que ça soit des développements chef-d'œuvresques. Il y a quand même un aspect extrêmement téléphoné par certains instants qui me dérange, mais j'aime beaucoup aussi le personnage interprété par Jared Leto, non pas parce que c'est Jared Leto, heureusement on ne voit pas sa bouille, donc c'est peut-être pour ça que j'aime beaucoup ce personnage, parce que j'aime beaucoup ce chara-design, j'aime beaucoup ce qu'il porte en lui. Je trouve qu'en termes de menace, il est très convaincant. Avec cette lanterne aussi, visuellement, c'est assez fort. Et donc voilà, moi j'ai souvenir d'un film qui reprend cette volonté d'énormément interagir avec les décors, et j'y retrouve surtout, encore une fois, une mise en scène appliquée, peut-être avec moins de tentatives de mariage de différentes textures, mais appliquée dans ce qu'elle entreprend. C'est un grand spectacle d'Halloween que je qualifierais comme le premier, très cocooning, très goofy un petit peu. Et puis il y a des scènes, comme dans le premier, qui peuvent un peu terrifier les plus jeunes, et le fait que Disney, en 2023, ait re-osé faire ça, ce qui se faisait de plus en plus rare, bien, je trouve ça fort, je trouve ça plaisant. Moi, tout ce que je vois, c'est un remake qui a osé tenter des choses nouvelles. Parfois c'est foiré, parce que c'est très téléphoné, parce que c'est un peu bancal, mais la plupart du temps, c'est quand même assez certain, assez plaisant, pour un divertissement somme toute sympathique, jamais révolutionnaire, mais qui fonctionne. Voilà. Oui, parce que pour moi, je suis pas tout à fait d'accord dans le sens où c'est un remake sans être un remake, parce que j'ai aussi l'attraction en tête aussi quand je regarde le... Oui, mais dans l'esprit de Disney, oui, bien sûr, le fait de réadapter cette histoire en prenant des points similaires au premier film, mais en les arrangeant avec de nouveaux points, et surtout dans la démarche qu'ils ont actuellement avec tout leur remake. Oui, bien sûr. En gros, ils ont eu la même démarche pour le Lilo et Stitch que pour Haunted Mansion, tu vois. Oui, après Lilo et Stitch n'est pas une attraction à part entière. Oui, mais tu vois ce que je veux dire. Ils ont cette démarche de refaire les histoires qu'ils ont déjà traitées, parfois en copier-coller, c'est inintéressant, parfois en ajoutant des choses nouvelles. En fait, ça peut être bien ou très mauvais. Lilo et Stitch, c'est très mauvais. Non, en fait, je vais expliquer mon point de vue, c'est que je vois plutôt comme déjà ils s'inspirent de l'attraction et c'est librement inspiré, comme je disais, adapté, et ils reprennent pas forcément le film, mais l'attraction. Parce que, en fin de compte, dans le deuxième, t'as ce Hatbox Ghost, ce personnage avec cette lanterne, avec la tête, qui est dans la lanterne, qui... Voilà, bon, bref. Ça me fait penser un peu à Jack O'Lantern. Oui, et bah, peut-être qu'il y a un côté qui vient de là. Si tu passes Jack Skellington par là, bonjour. Bonjour, ça va bien à la ville d'Halloween. Mais en tous les cas, oui, je disais plutôt un remake sans être un remake, parce que, en fin de compte, tu parlais de ces élargissements. D'ailleurs, il y a beaucoup cet effet de vertigo, d'ailleurs, dans ce film. Peut-être trop, parfois, qui ne sert pas à grand-chose, parce que le moment où tu parlais, on se retourne, il voit en double, en triple, en quadruple, bah en fait ça on le voit dans le Phantom Manor, dans l'attraction Haunted Mansion, parce que ça s'appelle le couloir sans fin. Par rapport aux effets spéciaux dans ce film là, c'est ce qui est le plus marquant par rapport au 1. Et par exemple pour Madame Léota, là elle a un rôle très important, beaucoup plus que dans le 1 où elle reste dans sa boule. Alors il y a des trucs qui sont drôles chez elle, comme le moment, t'as dû le voir, où il fonce avec sa voiture pour rentrer dedans, il lui dit attache-toi, mais je m'attache comment? Et après à la fin tu restes là, bah oui je t'attends. Mais pour Madame Léota dans le 2, là il y a vraiment un rôle très important. Bon, parce qu'il y a une autre médium dans le film, mais parce que en fin de compte, on la voit dans un flashback de mortel, quelqu'un de vivante, et on la revoit après par une incantation. À la rigueur, le seul truc qui me gêne numériquement dans le deuxième, c'est vraiment Madame Léota. Ok. Je la trouve genre ultra moche, quoi. Et je comprends pas. Et pourquoi je la trouve ultra moche? Parce que c'est Jamie Lee Curtis et je ne reconnais pas Jamie Lee Curtis. Okay. Donc je me dis qu'il y a un problème. Non, je voulais rebondir sur l'épisode que tu as fait avec ton cousin, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Merci. Il y a un truc qui m'a marqué dans ce qu'il a dit. Une partie où il dit, ce qui est bien, c'est qu'il y a un passage dans une salle de bain où il fait sa douche et on voit sa copine. Et c'est pas un flashback. Alors que là, on a ce problème de flashback où il revoit sa copine, le gars. Parce que c'est un cinéma quand même beaucoup plus classique, moins bien petit, sûr. plus grand bien public. Donc ouais, ils ont cédé à la facilité. Oui, du flashback.
pas... Enfin, c'est efficace, quoi. Ça marche, je dis pas le contraire. Mais si on veut être un peu plus, tu vois, un peu plus dans ce truc, un peu plus peut-être, on va dire, autorisant, si on peut le dire comme ça, autorisé, voilà. Mais après, c'est qu'un détail, parmi d'autres. Mais par contre, oui, ce qui est vachement bien, et là c'est vraiment, même si c'est pas longtemps, et que bon, il y a un passage avec la fameuse pièce secrète dans le Phantom Manor, dans les Haunted Mansion, c'est le passage où il n'y a plus les portes. Et après, il y a cette espèce d'ascenseur qu'il y a dans le deuxième, qui est pas montré dans le 1, mais dans le 2, et où ils doivent se tenir à des gargouilles d'ailleurs. Et on voit des images de personnages. Mais elle est pas très longue. Mais elle est fidèle à la pièce secrète, la stretching room, qu'on appelle en anglais, la salle qui s'étire. C'est vraiment fidèle par rapport à l'attraction. Et puis bon, il y a pas mal de choses d'humour aussi avec le fantôme, au début, où la fameuse médium... elle s'en va avec le chariot, comme le chariot dans l'attraction, et Danny DeVito aussi. Le truc très positif de ce deuxième film, déjà Danny DeVito qui est excellent et qui est peut-être le personnage qui m'a le plus fait rire, mais aussi le fait que les fantômes dans ce deuxième film portent beaucoup plus loin leur univers que les fantômes du premier film. Parce que les fantômes du premier film, tu les vois surtout dans la scène du cimetière, quoi. Mais là, le fait qu'il y ait des fantômes qui te suivent jusqu'à chez toi avec tout leur univers et que ça permette de nouvelles interactions, de nouvelles dynamiques en dehors du manoir hanté, ça c'est très fort et très intéressant. Mais d'ailleurs, est-ce que tu ne voudrais pas passer à cette fameuse attraction et tous ces détails, toutes ces histoires, bien sûr, bien sûr, cette passion. Bien sûr, mais je vais juste rebondir pour terminer par les fantômes, parce que c'est 999 fantômes dans le 1, mais dans le 2 aussi, ils en parlent aussi, parce qu'ils parlent qu'ils attendent un 1000e fantôme, d'ailleurs, pour sceller le pacte. Mais ces fantômes-là, oui, c'est vrai que dans le deuxième, peut-être, ils marchent mieux parce qu'ils ont... comme un espèce de gourou, le Hatbox Ghost. Ça me fume de rire. Que ça soit Jared Leto qui joue un gourou, quand tu vois que dans la vraie vie, Jared Leto, c'est un peu le gourou d'une secte, quoi. C'était pas un voilà. Quoi. Je trouve que peut-être parce qu'il y a un filon, comme on dit en anglais, un filoni, il y a quand même quelque chose qui fait que peut-être c'est plus cadré, tu vois. Alors que dans l'autre, c'est plus utiliser le cimetière, mais il n'y a pas vraiment... Il y a une histoire avec le majordome, avec le maître Gracie, mais il n'y a pas vraiment quelqu'un qui est fantôme. On les voit évidemment, la servante, voilà. Une scène où tu vois vraiment beaucoup de fantômes. Il y a le serviteur et la servante qui sont entre guillemets les deux autres fantômes qu'on voit le plus être fantômes. T'as le climax du film dans le premier. Mais l'aspect vraiment fantôme, tu le retrouves surtout dans le deuxième, notamment dans ce climax où alors là c'est vraiment des peintures, des ghost pictures, tu vois, genre, et ça marche vraiment très très bien, très coloré. Ça fait du bien d'avoir eu un Disney qui n'avait pas peur de la couleur, parce que ça aussi, je le reproche souvent aux grosses productions Disney ou affiliées à Disney, c'est qu'ils ont peur de la couleur. En fait, ce que j'aimais bien avec ce manoir hanté 2023, c'est qu'à partir du moment où tu es dans le manoir et que tu as tous ces fantômes et tous ces délires, ils n'hésitaient pas à plonger dans du fantastique, mais notamment à la photographie, à l'éclairage. Alors pas autant que d'autres films. Mais pourquoi je dis que c'est important et que c'est positif? Parce qu'on a une obsession, et je pense... que c'est The Dark Knight de Christopher Nolan qui a apporté ça. On a une obsession depuis The Dark Knight de Christopher Nolan, c'est de prendre des récits affiliés au fantastique, aux ailleurs, et de leur donner un éclairage naturel. Photographie dite naturelle. Et pour moi, ça a été une grosse erreur parce que ça a enlevé toute une part du rêve cinématographique qu'on pouvait avoir dans plein de films Marvel, ou dans plein de films DC, parce que DC a suivi le mouvement, ou dans plein d'autres films affiliés à des franchises d'univers fantastique. Et là, ça faisait plaisir de voir un film où tu te dis ok, ça c'est pas possible dans notre monde, ça faisait plaisir. Non, je voulais aussi rebondir sur deux choses, mais une en particulier sur je disais un personnage qui revenait dans les deux, Madame Léota, parce que en fin de compte je me suis aperçu que Madame Léota dans l'attraction, moi j'avais l'impression quand j'étais plus petit, vu qu'elle faisait des incantations, qu'elle était méchante. Mais on apprend que dans les films en fait c'est l'inverse en fait. Oui. Elle est du côté des fantômes, elle les aide, elle aide même les humains, elle est vraiment ce passage entre les deux mondes. C'est ça qui est intéressant dans les films, c'est que même si elle est gentille, tu gardes ce côté personnage ambigu. Et ça fait du bien d'avoir un personnage ambigu au lieu d'avoir des personnages ultra binaires comme maintenant, tu vois. En fermant la parenthèse, en conclusion de cette première partie, je trouve que le premier film est quand même une belle découverte, une belle redécouverte. Mais surtout, c'est un super film pour enfants, je trouve. Ouais, de famille, même de famille, en fin de compte. Je trouve que c'est pas mal. Non, mais ça prend pas les enfants pour des abrutis. Non, au contraire, parce que le fils se bat contre ses démons. Même si par moments, ça te surexplique quelques petits trucs, c'est quand même rare. Et donc, il y a beaucoup qui est montré par l'image avec du show don't tell, parce qu'on croit en l'intelligence des enfants,
Et ça, c'est positif. Bah là, on les infantilise pas. Et puis le 2, moi, bon, un peu moins, mais ça reste quand même plutôt une belle copie, avec des nouvelles choses, réadaptées, remakées, qui est sympa. En fait, les deux se complètent bien, en fait, Voilà. je trouve. Les deux sont des bons films pour enfants, des bons films de famille, des bons films goofy d'Halloween qu'on aime plutôt bien, même si évidemment ils ont des défauts parce que la perfection n'existe pas. Et maintenant, chers illustros, chers fantômes, chers fans d'Halloween, chers fans de Haunted Mansion, eh bien, nous allons passer à la deuxième partie. À toi, Quintaro. Alors oui, nous allons parler de Phantom Manor, mais pas que, des autres attractions. Haunted Mansion, la maison hantée. Je l'appelais un conte macabre, légendes et mythes. Alors suivez-moi, suivez-moi. Alors là, nous allons rentrer. Déjà, welcome, foolish mortal, to the Haunted Mansion. Alors déjà, je vais quand même faire une vue d'ensemble, comme c'est important, sur les différentes maisons, parce qu'il existe 6 parcs d'attractions Disneyland, mais il n'y a que 5 maisons hantées. Ah, alors suivez-moi, écoutez-moi bien, grand vos oreilles. Alors, The Haunted Mansion, qui est à Anaheim, en Californie, donc ça s'est ouvert le 9 août 1969. C'était la version originale, ça se trouvait à New Orleans Square, et c'est une maison de style néoclassique antebellum qu'on trouve en Louisiane ou au Mississippi. D'ailleurs, les photos seront affichées, Jean-Baptiste se chargera de ça. Merci Fantôme. The Haunted Mansion aussi, du même nom, à Orlando, en Floride, où poussent les pamplemousses en cette période hivernale. J'adore les pamplemousses. 1er octobre 1971, Liberty Square. À Liberty Square, une architecture néo-gothique, proche de Hudson, en fait. Toutes les maisons hantées n'ont pas la même architecture. Ah, peut-être que l'autre si, nous verrons bien. C'est d'inspiration hollandaise, avec des arches, des briques et longues lignes verticales. Et là, on va venir à The Haunted Mansion. Puis, il y en a 3 qui portent le même nom, mais pas dans le même pays, ou en tout cas pas dans le même endroit, à Tokyo, au Japon, le 15 avril 1983, dans Fantasyland. Et Fantasyland, on se dit « Oh, mais c'est les fées !» Mais au Japon, les fantômes sont des contes de fées. Et c'est le même aspect que celui en Floride pour la maison. Ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. À s'y méprendre, on pourrait pas savoir, si on n'a pas lu « Devant le manoir ». Le petit écriteau, il y a écrit Haunted Mansion Tokyo Phantom Manor, à Paris cette fois-ci, celui dont on va parler longuement. Paris, mais en fait c'est Marne-la-Vallée, RERC, RERA, excusez-moi, C c'est pour aller à la Tour Eiffel. 12 avril 1992, nous n'étions pas nés. Bon, tu me diras, on n'était pas nés dans les autres aussi. Oui. Frontierland. Mais quel nom Frontierland. On en parlera, on en parlera. L'architecture est là du Second Empire, style victorien. Très intéressant, très intéressant. Et le dernier en date, Mystic Manor, à Hong Kong, à côté de l'Asie. 17 mai 2013, Mystic Point, il s'appelle l'endroit. Et là, je vais faire une aparté parce que j'en parlerai plus après. C'est l'histoire qui est différente avec le célèbre explorateur et aventurier Lord Henry Mystic. Henry, on le retrouvera ce nom un peu partout dans mon exposé. Membre du SEA. Oh, ils sont intelligents, les gens de Disneyland, ça veut dire Society of Explorers and Adventurers, ça veut si, comme la mer. Et son singe du nom d'Albert, qui est à l'origine des événements du Mystic Manor. Tu savais qu'il y avait un singe qui s'appelait Albert? Je ne savais pas, mais je suis déjà fan de ce singe. Parce que un singe qui s'appelle Albert, j'ai pas de fin à cette phrase, voilà. Mais il est drôle, JB. Il va rejoindre 999 fantômes peut-être. Et Danny Elfman, ça tu connais, Danny Elfman a composé la BO de cette attraction. Qui aussi a fait la composition de L'étrange Noël de Monsieur Jack. De Henry Selick, non pas de Tim Burton, mais Tim Burton était pas loin aux manettes. Et c'est son attraction préférée à Danny Elfman. Et dans cette attraction, il n'y a pas de Doom Buggy, ce sont des chariots qui se déplacent librement comme dans l'attraction Ratatouille. Là, on les a dans cette attraction, mais pas forcément dans les autres. Je vais terminer cette vue d'ensemble en disant que la force de l'attraction vient de son histoire, son lore, le sens du détail, car rien n'est laissé au hasard par les Imagineers. Et donc, passons aux Imagineers, les personnes clés qui ont composé, en quelque sorte, qui ont créé avec Walt Disney, ce qui est devenu la Haunted Mansion. Il y a John Hench, voilà, qui est né en 1908, qui est mort en 2004. donc il a pratiquement vécu 100 ans. Ken Anderson,
Anderson, de 1909 à 1993, c'est lui qui a développé le projet en fin de compte au début. Il y a eu Yale Gracie, 1910-1983, qu'on appelle Yale le magicien. Je reviendrai parce qu'il y a un rapport avec le Hatbox Ghost, d'ailleurs, joué par Jared Leto. Jared Letron, moi je l'appelle. Harper Goff, 1911-1993, dessin esquisse en 1952. Et d'ailleurs, c'est lui qui a créé une maquette, un espèce de plan de dessin d'esquisse de la base de Disney qui s'appelait Mickey Mouse Park. Et Cloud Coasts, 1913-1992, c'est la partie grave, la partie effrayante, la partie macabre, la partie sombre de Haunted Mansion. Donc c'est la première partie. Il y a deux parties. Ce qui est assez marrant parce qu'il a failli s'appeler Ghost. Mais il y a plein de jeux de mots avec ces choses-là dans Haunted Mansion avec Disney. Mark Davis, 1913-2000. Partie caricaturale, drôle, humoristique, légère et rigolote avec plus de gags. Ça, c'est la deuxième partie de Haunted Mansion. Parce que elle fait peur pour les jeunes, mais en même temps, elle fait pas peur, tu vois. Donc c'est pour ça, en fait, on a deux propositions qui s'opposent, deux visions qui s'opposent. Et Rolly Crump, 1930-2023, Rolly le fou, on appelle Rolly le fou. Et on a Daniel Joseph, qui est, j'ai pas la date, mais il est toujours vivant. C'est un Imagineers qui a repris le travail de Yale Gracie pour le Hatbox Ghost. Et les Imagineers et les gens Disney, Rolly Crump et Yale Gracie ont créé les illusions de l'attraction inspirées par les spectacles de magie du 19e et 20e siècle. Mark Davis et Claude Coates ont été assignés à la création artistique de l'attraction et Disney trancha finalement et préféra privilégier l'humour. Donc le style se retrouve plus mystérieux, ouah, tu m'as fait peur, dans la première partie et plus humoristique dans la seconde partie. Si tu as ta place dans la maison hantée, en millième fantôme, faudra que tu tiennes la carreau. Si je veux pas la voir plutôt. Non, si tu veux la voir. Donc je veux mourir. Bah oui, mais moi je suis mort de base. Ah oui, c'est vrai. Je suis un fantôme. Alors, quelques généralités avant de passer Phantom Manor, parce que ça va rebondir avec les anciennes attractions que sont Haunted Mansion aux États-Unis. C'est beaucoup ça dont ça parle dans le Phantom Manor, avec une réinterprétation pour la France, pour les Européens. Alors, à l'origine, Walt Disney rêvait d'une maison hantée dans son parc. C'était sa première idée. Propre et bien entretenue à l'extérieur et délabrée à l'intérieur. En gros, les jardiniers s'occupent de l'extérieur alors que les fantômes s'occupaient de l'intérieur, de la maison hantée. Au départ, Walt Disney souhaitait une maison de retraite pour fantômes. C'est pour ça que je parlais de maison de retraite. Mais ça, c'est génial, ça. Maison de retraite pour fantômes. Genre, ils sont trop fatigués de faire des fantômeries. C'est Marty Skylar qui a suggéré le concept de la maison de retraite pour fantômes. Voilà d'où ça vient. Et donc, dans les inspirations pour celle des États-Unis, on a Walt Disney qui s'inspire de la maison Winchester, qui a un peu une maison un peu hantée, comme Amityville, c'est un peu dans le même truc, à San José, en Californie, pour l'attraction de Californie. Tiens donc, c'est bizarre, Californie. Les imagineurs de Disney, eux, ils se seraient librement inspirés de la maison de Chipley Lydecker, située à Baltimore, dans le Maryland, pour l'architecture de la maison, pour l'attraction de la Californie. Pareil. Par contre, la légende de Sleepy Hollow, et oui, c'est pas Tim Burton, hein, il y avait bien avant, et les œuvres de Edgar Allan Poe pour l'attraction de Floride. D'ailleurs, la légende de Sleepy Hollow est déjà passée par la firme Disney dans un classique de l'animation qui s'appelle Le Maître d'école et le crapaud, je crois, que j'ai vu, qui était pas terrible. Merci pour l'info, Jean-Baptiste, tu auras ta place. Alors, quelques dates, pour faire un peu rapide, mais au moins vous avez l'histoire. Pourquoi il y a Haunted Mansion, mais qu'elle a apparu bien après l'ouverture de l'attraction. L'histoire de cette attraction et de sa musique remonte à 1951. Donc son origine date des années 50, bon, faut voir les dessins de Harper Goff. L'attraction est absente lors de l'ouverture le 17 juillet 1955 à Anaheim. Oh là là, c'est triste. Mais pourquoi? Car l'attraction Pirates of the Caribbean est la priorité. Les plans dessinés en 1957 par Sam McKim, donc le New Orleans Square Haunted Mansion, et réécriture par Walt Disney en 1959 avec Rolly Crump et Yale Gracie. Encore ces deux-là. Mariage d'un couple dans la ville de Sleepy Hollow. Donc on se rapproche petit à petit de l'univers de l'attraction. Et le concept d'une maison hantée revient en 1961. Date de naissance de mon papa, pour les petits fantômes qui voudraient savoir. Dès 1963, les visiteurs du parc de Californie pouvaient d'ailleurs apercevoir la construction d'un bâtiment partiellement camouflé derrière des palissades. La façade est achevée la même année. Et oui! Et l'ouverture est décalée en partie à cause des travaux demandés par la foire universelle de New York en 1964-1965. Et heureusement, parce que c'est grâce à ça qu'on va voir les animatronics après. Et surtout à cause du décès de Walt Disney en 1966, donc c'est triste, mais en tout cas l'idée de départ de Mark Davis, qui remonte jusqu'en 1965, était une attraction fluviale du nom de Western River Expedition. Elle a inspiré Thunder Mesa qui se trouve à Frontierland, et je dirais aussi pour finir cette partie, ouverture officielle le 9 août, je disais 1969, de Haunted Mansion à Anaheim en Californie. Malheureusement, Walt Disney ne verra pas fleurir son attraction.
attraction. Voilà, je voulais juste revenir sur les 999 fantômes, et je sais pas pourquoi j'ai changé cette voix. Nous avons 999 joyeux fantômes ici, mais il y a de la place pour un de plus, des volontaires. Ah ouais, moi je suis chaud. Parce que le millième fantôme, c'est Carrie Sharp. C'est un médecin et avocat en soins de santé de Baton Rouge, en Louisiane, qui a eu cette place-là pour 37 400 $. Et il faut savoir que l'offre d'ouverture de 750 $ a été placée par le romancier d'horreur Clive Barker. J'adore Clive Barker. Son univers, ses univers sont Donc si forts. il aurait pu être le millième, mais quelqu'un l'a devancé avec plus d'argent. Comme quoi c'est capitaliste, Disney et le Haunted Mansion. Dans la tête des imagineurs, en fait, ils ne savent toujours pas si elle doit être drôle et légère ou sombre et macabre. C'est pour ça qu'on se retrouve avec deux visions qui s'opposent. C'est dur. Et il y a aussi autre chose aussi qui se pose la question, parce qu'au départ, l'attraction devait se faire à pied et on déambulait dans le manoir, mais au vu de la complexité, ils décident que l'attraction se vive dans une chaîne continue de véhicules demi-fermés appelée Doom Buggy. En fait, c'est un jeu de mots qui vient de Dune Buggy. Mais j'en reviendrai juste après, mais voilà, c'est les généralités. Et le secret, c'est le premier secret que vous allez savoir, que je devrais pas révéler, mais je le révèle quand même, c'est que dans toutes les attractions, la devanture de la maison n'est pas l'attraction, car le parcours se trouve 6 pieds sous terre dans un autre bâtiment caché par le manoir hanté derrière, surtout pour celui de Phantom Manor, j'ai une photo d'ailleurs. Manque d'espace ou de terrain, et des fois pour celle des États-Unis, il faut passer sous la voie ferrée. Oui, parce qu'il y a une voie ferrée, tu sais, il y a le train qui fait le tour de Disneyland. En fait, c'est pour super ça. intéressant comment cette attraction, même dans son histoire, qui de façade est tout à fait neutre, est en fait gigantesque. Ça c'est pour son histoire, mais également dans la vraie vie, parce que quand tu fais Phantom Manor à Disneyland Paris, effectivement, je pense que c'est même... bon, je m'avance peut-être un petit peu, mais je pense que c'est même l'une des attractions à Disneyland Paris qui est la plus fat en termes de taille et de construction. Et c'est pour ça que aujourd'hui, c'est Walt Disney qui est son équipe d'imagineurs qui ont revisité le train fantôme tel que nous le connaissons aujourd'hui, de façon moderne et contemporaine, tu vois. Contrairement à d'autres maisons hantées qui misent sur des effets bourrins ou gore. Ici, on est plongé dans une histoire mélancolique, romantique et mystérieuse. Elle réveille notre imaginaire, elle incarne l'essence même de ce que Disney sait faire de mieux, émerveiller, raconter, faire rêver. D'ailleurs, c'est l'attraction la plus élaborée de Disneyland. C'est une attraction bourrée de technologie et d'effets spéciaux, amateurs de cinéma et aux autres physiciens qui pourraient passer par là. C'est un succès immédiat, faisant de Haunted Mansion l'une des attractions préférées. Nous, c'est notre préféré à Disneyland Paris. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, je vais te dire quelque chose en rapport avec l'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est qu'il y a une période qui s'appelle The Haunted Mansion Holiday, à l'époque de octobre, du côté d'Halloween. C'est le thème de l'étrange Noël de Monsieur Jack, comme je le disais. Comme par hasard. C'est une version temporaire depuis 2001, mais c'est uniquement à Anaheim et à Tokyo. C'est pour ça que tu dis « Ah, j'aimerais trop y aller !» Bah non, on peut pas y aller parce que c'est trop loin. Et c'est pour ça qu'on va parler tout de suite de Disneyland Paris, du Phantom Manor, qui a une rénovation en 2009 et une réhabilitation complète, dont celle que tu parlais au début du podcast, du 7 janvier 2018 au 3 mai 2019. Donc moi, j'ai connu l'ancienne, où je me rappelais. Toi, tu y es allé, mais tu t'en souviens peut-être moins, mais c'est surtout c'est la nouvelle, celle qu'on a vue. Et d'ailleurs, il y a eu des nouveaux changements, en fait. Pas dans la maison, mais dans le cimetière, dont je parlerai. Depuis qu'on est venu. Ah ouais, ok. Parce qu'il y a un site que je mettrai dans les crédits qui recense toute la chronologie en rapport avec Phantom Manor et des choses qui y sont passées. Avant la réhabilitation, le manoir était encore habité par le fantôme, car en effet, le 2 avril 2016, un technicien de maintenance est décédé accidentellement à la suite d'une électrocution. Une centaine d'ouvriers et artisans, des menuisiers, des peintres, des électriciens, des techniciens lumière, des sculpteurs et des roboticiens ont travaillé sur la réhabilitation. Et ça doit être passionnant de travailler sur une attraction comme ça. Mais c'est pour ça que c'est les imagineurs ayant réhabilité l'attraction Pirates of the Caribbean, c'est les mêmes qui ont travaillé dessus. Et ce sont des gens qui sont venus des États-Unis pour Phantom Manor. Alors, pour la petite anecdote, ça c'est vraiment très perso. Un jour, je suis allé voir les plus hautes falaises d'Europe en Irlande. Et en fait, quand tu vas les voir, soit tu restes sur le promontoire pour les admirer, soit tu peux prendre, en tout cas à l'époque c'était possible, un bateau pour aller les voir de vraiment en dessous. Et ce bateau que nous avons pris avec ma famille était géré par un dénommé Paddy, et on a pu parler avec lui de plusieurs choses. Et il nous a notamment dit qu'il était déjà allé en France, parce qu'on lui a demandé s'il était allé en France, il était déjà allé en France une fois, parce qu'il faisait partie de ceux ou celles qui ont participé à la construction de Disneyland Paris quand c'était le cas, quoi. Donc voilà, petite... belle anecdote, le fantôme aime bien cette anecdote. C'est peut-être la seule chose qu'il aime bien aujourd'hui de ce que tu as dit depuis le début. Ok, super. Est-ce que du coup, Paddy, il pourrait être le millième fantôme? Oui, parce qu'il est irlandais. Alors, il y a une phrase qui dit « Nous étions des collègues, nous sommes devenus des amis. » Toutes les personnes qui ont travaillé sur Phantom Manor à la réhabilitation entre les Américains qui sont venus
et les Français. C'est quand même un travail de grande équipe. Lors de la réhabilitation de Phantom Manor, la voix de Vincent Price, dont je parlerai après, est présente en duo avec une autre voix, et l'histoire est éclaircie par le biais de Henry Ravenswood, dont je parlerai aussi, qui serait le fantôme. Au départ, en fait, c'est seulement Mélanie Ravenswood, la fille de Henry, donc aussi la fiancée, qui est le personnage central lors de l'ouverture en 1992, si tu compares les deux rides. Dans la version réhabilitée de 2019, nous sommes peut-être le prétendant suivant. Petite précision, continuons la visite de la maison hantée. Récit profondément modifié, thématique renforcée, histoire plus sombre, plutôt une légende, qui associe l'attraction au décor environnant, ton plus sinistre et mélancolique. Phantom Manor était ainsi la seule version de Haunted Mansion à ouvrir sans narration embarquée, si tu l'as remarqué. Mon petit JB, mon petit Casper, mon petit fantôme, Vincent Price avait enregistré la narration lors de l'embarquement dans les Doom Buggies, mais fut retiré en raison des trop, j'ai un fou rire. Nombreuses langues parlées par les visiteurs du parc. Narration plus renforcée avant l'embarquement. Foyer, pièce secrète appelée Stretching Room, salle des portraits, galerie, ne pas confondre avec la galerie des glaces, au château de Versailles. Histoire plus sombre et plus élaborée, rien de drôle, mais c'est influencé par l'histoire européenne et le cinéma d'épouvante. Je parle pour Phantom Manor évidemment, noir, humoristique, divertissante et particulièrement développée sur le plan esthétique. Et Jeff Burke et Craig Fleming, un autre Fleming, après Ian et Victor, ont écrit le scénario de Phantom Manor. Quelle histoire trépidante, incroyable, une dizaine de maquettes a été réalisé par l'équipe de Bob Baranik. Passons au manoir. Qu'est-ce que c'est ce manoir? Une maison abandonnée et délabrée à Frontierland, la ville de Thunder Mesa, Boot Hill, en haut de Boot Hill, le cimetière de Boot Hill. C'est la seule attraction qui est associée à la thématique du western et le seul et unique manoir à avoir un état délabré abandonné. Voilà, l'attraction de Paris est la seule à déroger au dogme établi par Walt Disney. Aucun élément ne doit être sale, abandonné ou non entretenu. Mais Tony Baxter explique que le public européen devait comprendre simplement la nature des lieux. Tony a, parce que je le connais très bien, Tony a pensé qu'une maison décrépite perchée sur la colline était plus appropriée à l'histoire de Frontierland et au mystère qu'elle renferme. Jeff Burke, show producer, responsable, déclare « Lorsque les visiteurs du parc regardent une attraction, ils devraient avoir une idée de ce qu'ils vont trouver à l'intérieur à travers l'aspect extérieur. » J'ai l'impression d'avoir la voix de Roger Carrel qui parle comme ça. 19e siècle, conquête de l'Ouest, 1865-1890, et ruée vers l'or, 1848-1856, c'est à cette époque-là que ça se passe. Plaque à l'entrée du manoir. Nous allons rentrer dans le manoir enfin. Serpent entrelacé, tête qui s'inspire du buste de Ludwig van Beethoven, qui va beaucoup plaire à notre ami Bruno qui adore l'histoire de la musique et l'histoire tout court. Et la maman bien sûr, maman connue, et une inscription Nom omnis moria. Je ne mourrai pas complètement, moi non plus. Qui sont des vers issus des Odes, livre 3, Ode 30, du poète antique Horace. Est-ce que tu connais Horace? Oui. Je le connais très personnellement parce que il m'a rendu visite hier, puisque c'est un fantôme. Il m'a dit, je veux trop être le millième. Donc entre moi, entre Paddy, entre Horace, il va falloir décider. Non mais je pense que c'est vrai, parce qu'il est connu pour le célèbre et très galvaudé Carpe Diem, cueillir le jour, livre 1, Ode 11. Donc le manoir, il appartient à la famille Ravenswood, contrairement au manoir hanté où c'est le maître Gracie, là on est sur Ravenswood, à Paris. Henry, Martha et Mélanie. Voilà, 3 personnes importantes dans ce manoir. Surtout Henry et Mélanie. Ça rime d'ailleurs. La veille du mariage de Mélanie Ravenswood, grand tremblement de terre en 1860, où là, je vais tomber de ma chaise, où périssent Henry Ravenswood et sa femme Martha. Ça doit être une malédiction. C'est l'oiseau tonnerre, le Thunderbird, qui a été réveillé. Alors, autour du manoir, c'est quelque chose que tu ne savais pas et que je ne savais pas, et donc tu vas découvrir, et que tes illustros et King Taos vont découvrir. Beaucoup de choses que je ne savais pas. Dans les premiers concepts, une écurie avait été imaginée à la place de l'actuel pavillon de jardin qui sert de file d'attente. Karen Connolly Hermitage, passionnée par les chevaux, avait alors pensé à une succession de pièces de plus en plus inquiétantes, décorées d'accessoires équestres et menant à un attelage noir, ainsi que 2 chevaux fantômes. Thunder Mesa Riverboat Landing, qui est en ce moment fermé temporairement. Il y a Molly Brown, donc ce sont 2 bateaux, hommage à la rescapée du naufrage du Titanic, et Mark Twain, hommage au célèbre écrivain venant souvent à Thunder Mesa. Il y a des photos qu'on peut voir du manoir. Les inspirations sont nombreuses, et au début je disais, maison de Norman Bates, Bates Hotel dans Psychose, réalisé par Alfred Hitchcock, sorti en 1960. Et est-ce que tu savais que, selon la dernière série Monster, qui est centrée sur Ed Gein,
alors c'est à vérifier, je pense que c'est vrai, mais c'est quand même à vérifier, eh bien, il y a toute une partie sur Hitchcock, son psychose, sa relation à Anthony Perkins. Tu me l'as dit l'autre fois. Oui, mais je l'ai dit pour les Illustros. Ah oui, bien sûr. Et que la maison de Psychose aurait été inspirée par la maison de Ed Gein. Non mais Voilà. c'est possible. Et en plus, ça inspire aussi du Massacre à la tronçonneuse. Oui. D'ailleurs, il y a un livre de Jean-Baptiste Torret qui est sorti sur Massacre à la tronçonneuse. Voilà. Donc un lien avec Psychose, point d'interrogation, parce que l'architecture s'inspire en partie d'un concept original de Harper Goff. Je reparle encore de cette personne troisième fois, mais c'est important. Qui était la maison hantée qui était au fond de Main Street. Mais il n'était pas d'accord pour faire ça. Il avait peur que ça fasse peur aux gens, Walt Disney. Et Harper Goff pour Haunted Mansion à Disneyland, Californie. En fait, le concept initialement rejeté a été réutilisé pour Phantom Manor. Donc dans les inspirations, il y a aussi des riches demeures américaines de la seconde moitié du 19e siècle, ça on s'en doute bien. La Force Ward School, construite en 1876, ancienne école à Virginia City, dans le Nevada, qui prend les grandes lignes de cette architecture typiquement victorienne, couverture en bois, différents niveaux, Porsche, comme à San Francisco. On peut l'avoir ce Porsche-là dans un film qui se passe à San Francisco, Vertigo sur froid de Hitchcock. Et des éléments du style Second Empire, lucarne percée dans le toit mansardé et la tour centrale carrée. Ça va beaucoup plaire à Bruno qui adore l'architecture. On dirait que je suis à question pour un champion. Il y a aussi le tableau Maison au bord de la voie ferrée de Edward Hopper, en 1925, Inquiétante étrangeté, qui a été une source d'inspiration pour la maison Norman Bates dans Psychose. Le manoir lugubre de la famille Adams, en 1930 aussi. Et là, je vais passer à des choses qui sont plus de mon point de vue. L'école dans le film Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock en 63, il y a cette côté un peu mansardé, voilà, qui rappelle ça. Les Moissons du ciel de Terrence Malick, La Maison rappelle aussi, ça aussi tu te souviens, tu as dû voir le film peut-être, ou La Maison, en 78. Je n'ai pas vu le film, mais j'ai vu ce plan qui est immensément connu et qui est magnifique. Et la maison ressemble un peu à un... Voilà. Et il y a Evergreen Plantation en Louisiane, parce qu'on parlait de Louisiane, peut-être ça dit rien, peut-être ça dit pas, mais le film veut te dire quelque chose, c'est le lieu de tournage du film Django Unchained de Quentin Tarantino en 2012, et ça ressemble un peu à ce côté-là quand tu regardes Haunted Mansion, le film, le deuxième, en 2023. Et La Maison des Fantômes sur la carte Buried du mode zombie Black Ops 2, qui sortait en 2012 le jeu, parce que La Maison des Fantômes, ça ressemble vraiment. Petit coucou à Alexis, avec qui je jouais beaucoup à ce jeu-là, et c'est normal, parce qu'en fait, la date où ça se passe dans cette map, dans cette carte, c'est le 7 décembre 1885, donc ça colle dans cette époque victorienne. Maintenant, les personnages, Henry Ravenswood, propriétaire de Phantom Manor, fondateur de la Thunder Mesa Mining Company, père de Mélanie, mari de Martha, et le fantôme, ou The Fantôme, comme on veut, il aurait des origines britanniques. Tiens, j'ai appris ça. Ah ben, c'est cool. Il est impétueux, cupide, méprisant, c'est un véritable coureur de jupons d'ailleurs. L'inspiration, tu dois le connaître peut-être, ça veut dire quelque chose de très rapide. Le fantôme de l'opéra de Gaston Leroux 1910. Et selon Jeff Burke, responsable de Frontierland, il ne s'agit pas du fantôme d'Henry Ravenswood, mais plutôt de l'incarnation de la méchanceté et la tension, conséquence de la cupidité et l'avarice du propriétaire. Ça, c'est son avis. Peut-être nous, on pense que, comme les fans, c'est Henry Ravenswood le fantôme. Chacun sa vision des choses. Chacun sa vérité, c'est ça qui est passionnant avec cette attraction, c'est que elle a une histoire, comme on peut le voir depuis tout à l'heure, tu me l'expliques très bien avec le ton. Elle a une histoire qui est tellement passionnante et surtout foisonnante de visions différentes que, eh bien, il y a vraiment la vision des Imagineers, mais déjà, ils sont pas totalement d'accord tout le temps, et t'as la vision, eh bien, des spectateurs, des joueurs, entre guillemets, de cette attraction, qui s'opposent, mais en même temps se marient, en fait, ça ne fait que encore plus donner du lore, du pouvoir à cet imaginaire que porte toute cette attraction. C'est vraiment l'une des plus bien pensées et passionnantes du parc Disneyland. C'est pour ça que j'ai l'impression que c'est pas fictif. Mais ce personnage-là, tu disais qu'il était cool, il était sympa. Non, je pense qu'Henry Ravenswood aurait tué les prétendants en le faisant passer pour des accidents. Là, c'est moins cool quand même. Il y a dans le mausolée, caché sous le manoir, dans la crypte, des corps. Je vois que tu les as vus en plus quand t'es passé dans l'attraction. Ouais. C'était pas joli à voir. Chaque nouveau visiteur est en quelque sorte un prétendant potentiel et le fantôme nous attend au bout de sa corde parce que, au début on dit « Venez donc faire la connaissance de la future mariée dont la beauté vous donnera des frissons ». Ça c'est dans la deuxième version à la fin, qu'on va sortir de la pièce secrète. Un fils, il aurait un fils Ravenswood qui s'appellerait Elias Ravenswood, Elias pour l'autre prénom de Walt Disney, ou Henry Ravenswood Jr., demi-frère de Mélanie certainement parce que déshérité et chassé par son père, il l'aurait eu avec une autre femme que Martha, peut-être la domestique Anna Jones. On la voit, ça tombe à la fin de l'attraction, mais j'en parlerai juste après. Vincent Price, qui est la voix certainement d'Henry Ravenswood, c'est la voix du fantôme. Les sessions d'enregistrement pour
1992, l'attraction de 1992, printemps 1990, ça s'est passé au studio Glendale. Et c'est le maître de l'épouvante, acteur mythique de séries B horrifiques dans les années 50-70, en 80, dans le clip Thriller de Michael Jackson. Ouais, en 1982, et d'ailleurs il y a le rire. Qu'on trouve de Vincent Price, et le professeur Ratigan dans Basile détective privé en 1986, c'est la voix en anglais. Excellent. Il dira à propos de Phantom Manor, je m'y sens comme chez moi. Excellent d'ailleurs, Basile et le détective privé, l'un des meilleurs classiques de l'animation de chez Disney, vraiment. Le cachet de Vincent Price était de 10 000 $. Donc on peut dire, selon un imaginaire, que le fantôme a un rire qui vaut 10 000 $ quand même. Ah, le capitalisme. Mais il a joué le rôle de professeur Henry Jarrod dans le film L'homme au masque de cire, sorti en 1953. Peut-être le lien avec le nom Henry. Greg Mader utilise le rire de Vincent Price qui figure sur la chanson Thriller de Michael Jackson 1982. Et avant de passer à Martha Ravenswood, sa femme, je voulais juste revenir sur le fait, et très rapidement, qu'il a fait de la cuisine. Et il y a un DVD où on le voit cuisiner du poisson. Et c'est Vincent Price Cooking. C'est génial. Et donc il fait une recette, vite fait, où il fait un saumon. Le fait que il y ait eu ça, déjà c'est génial, mais qu'en plus il y ait des DVD de ça qui existent, c'est encore mieux. Mais revenons au sujet, concentrons-nous. Martha Ravenswood. Excusez-moi, monsieur le fantôme. Mère de Mélanie, femme de Henry, danseuse apparemment dans le saloon. Plus dans le saloon, je pense, qu'une secrétaire. C'est pour ça que je te parlais de cabaret. Parce qu'on va parler du restaurant à côté qui s'appelle The Lucky Nugget. Pourquoi il y a un The Lucky Nugget à côté? Parce que Miss Lily, appelée Diamond Lille, installe son saloon, un cabaret. Tu parlais de cabaret, c'est pour ça que je voulais parler de cabaret aussi avec Madame Léota, et à ce niveau-là, nommé Lucky Nugget, qu'elle détient. Tu veux dire la pépite chanceuse. La showgirl a trouvé une grosse pépite d'or, ce qui lui a permis de racheter le saloon. Elle rencontre son futur mari, Pierre Paradis, en France au Moulin à Rouge. Il y a un peu de français quand même, pour que l'histoire tienne la route. Et la plus importante, la plus fameuse, la plus belle, mais la plus triste, Mélanie Ravenswood. Fille de Henry et Martha. Le personnage de Mélanie Ravenswood naît en 1842. C'est possible parce qu'en 1860, lors du tremblement de terre, elle a 18 ans, elle va se marier. Et plus important en France par rapport au scénario de The Haunted Mansion, parce qu'elle n'est pas mentionnée. Il y a une inspiration par contre. La mariée ou Miss Ravenswood sont les appellations correctes. Le prénom Mélanie est apparu par les cast members, mais on les retrouve sur les lettres au niveau du boudoir, c'est où elle pleure. Et on y retrouve un autre nom, Gladys. Parce que Mélanie est un prénom qui est moins en vogue aux États-Unis, plus Gladys. En tout cas à cette époque-là. Dans Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock, je reviens en 1963, le personnage s'appelle Mélanie. Tiens, c'est marrant quand même. Mais ça ne regarde encore que moi. L'inspiration, peut-être, viendrait de la fiancée dans le grenier, qu'on voit dans le 2, d'ailleurs, dans le film, avec une hache qui tue ses prétendants en leur coupant la tête. Constance Hatchaway, nommée par ce nom en 2006 par les Imagineers et les fans, je pense. Les Grandes Espérances de Charles Dickens, Miss Haversham, et la fiancée de Lammer Moore, de Walter Scott. Voilà les inspirations. Et Mélanie Ravenswood, à l'inverse de Constance Hatchaway, qui se trouve uniquement dans le grenier, dans l'attraction, peut être vue dans les couloirs du manoir Ravenswood. Et d'ailleurs, on la voit au niveau des escaliers quand on embarque. On raconte même que certains habitants de la ville l'ont parfois aperçue à travers la fenêtre, toujours vêtue de sa robe de mariée. C'est vrai. On l'a vu, je l'ai vu, et on voit aussi sur le côté, au niveau du cimetière Boot Hill, on voit le fantôme aussi. Et j'ai des photos pour le prouver, et on les mettra. Vraiment, ce lore, il est incroyable, c'est pas fictif, je crois que c'est vrai. Et il y a aussi autre chose. Catherine Lunch Meyering fait sa voix en français. Mais sa voix plus de Je vais participer à la chorale l'année prochaine. Autre personne importante dont on parle peu, un peu méconnus, qui sont Arthur et Gabriel Ravenswood, qui sont le frère et la belle-sœur de Henry, respectivement. Soigneux, exigeant, raffiné et a du sang-froid par rapport à son frère. Jake Evans, premier prétendant de Mélanie, et son cousin dans la version de 1992. Il n'y aurait pas de INCESTE, je vais m'arrêter là, parce que c'est l'ancienne version. Et Goliath, le chien d'Arthur, que tu vois à la fin dans le canyon, tu sais, il y a un chien que tu vois. Les animaux de cette attraction, entre Albert le singe, Goliath le chien... Je les aime trop. Et je parlerai d'un chat, mais à la fin. Donc, Jasper et Anna Jones, je parlais de Hannah avec Ravenswood, peut-être aurait eu un enfant avec elle, le fils déshérité et chassé du manoir. Jasper et Anna Jones sont les domestiques, soit mari et femme ou sœur et frère selon les versions. Voilà, je laisse l'ouverture possible. Et Marie-Thérèse de Bourbon, une Française, tiens, amie française de la famille résidant à San Francisco. Marie-Thérèse de Bourbon, qui est une personne qui a vraiment existé. Le moyen de transport pour y aller, pour rentrer dans l'attraction, et c'est parti, on prend le Doom Buggy, destin funèbre, un chariot,
Un wagon, jeu de mots avec dune buggy, qui est un véhicule motorisé qui se déplace sur les plages, que le véhicule tout-terrain, le VTT, inventé dans le milieu des années 1960, très à la mode à cette époque. Omni-Mover, chaîne de chariot qui tourne sur lui-même de façon continue. Une vision à 180 degrés, comme dans un film. Et c'est pré-programmé pour que ça tourne au bon endroit. C'est pour ça qu'on peut pas faire comme dans l'attraction Toy Story. Il y a 131 chariots en moyenne avec un accueil de 2 à 3 personnes par wagon. Ça représente 2000 à 2500 visiteurs par heure. Et j'en profite pour dire, s'il y a du monde, allez plutôt vers ces attractions, Big Thunder Mountain, parce que plus il y a de gens qui passent par heure, mieux on y est, et moins on passe de temps dans la file d'attente. Même si depuis le début que tu rentres jusqu'à la fin, c'est peut-être l'une des attractions où tu passes le plus de temps à découvrir avec un lore extraordinaire qui dure au moins une quinzaine de minutes. Terme inventé par l'imagineur Bob Gurr et à partir de Omni, Range et People Mover. Et le système a été créé par Roger Broggie et Bert Brundage. L'atmosphère qui commence dans le manoir commence en fait dans le jardin, le gazebo, la fameuse musique que j'ai mis dans le short et qu'on entend au gramophone dans la petite gloriette, dans la petite maison sur la gauche. Arrangement évocateur que l'on enregistre sur un gramophone, donnant un son venu du passé. Et les tenues des cast members, tu te souviens, élégants costumes de style western inspirés des domestiques des grandes maisons de la seconde moitié du 19e siècle, plus les couleurs violet et noir rappellent la tapisserie du manoir excentrique et mystérieux corbeau Ravenswood. Tiens, c'est étrange quand même. Comme par hasard. On peut apercevoir 7 fois le corbeau tout au long du parcours. On pense qu'à la base, il devait servir de fil conducteur, donc de narrateur, mais l'idée a été abandonnée. Néanmoins, l'oiseau est resté dans l'attraction. Le parolier et scénariste Francis Xavier Atencio de Haunted Motion, c'est lui qui a fait la voix du Ghost Host. Il voulait unifier les deux atmosphères macabres et humour. Il signe aussi les paroles de Yo Ho Happy Rather For Me. Voilà, j'ai un beau timbre de voix. D'une autre attraction. Oui, The Pirates of the Caribbean. Musique de Buddy Baker en 1918-2002. Sa date de naissance et de mort. Musique à la fois sombre et légère, typique de l'ambiance que Walt Disney avait imaginé. Compositeur et arrangeur John Debney, peut-être que tu connais, qui est l'élève de Buddy Baker, reprend et réorchestre le thème mythique et l'adapte à Phantom Manor. Nouveau souffle, dimension plus mélancolique, gothique, romantique, immense thème et variations symphoniques, tout en gardant le côté enfiévré du jazz dans la scène des catacombes, touche inquiétante en ajoutant une voix soliste pour incarner Mélanie. Il a aussi fait la réorchestration de l'attraction It's a Small World. Oh. Là, le fantôme, il pourra plus être à la chorale, je suis désolé, là. Pour Disneyland Paris et plusieurs films Disney, dont Cusco, l'Empereur Mégalo, Chicken Little, que tu n'as pas vu, Inspecteur Gadget, et Hocus Pocus, les trois sorcières. Mythic Studio d'Abbey Road, parce que c'est là où ça a été enregistré, connu pour les Beatles, mais aussi pour la musique Star Wars, composée par John Williams. Enregistrement, partition lyrique et envoûtante, plus interprétation par un orchestre d'une soixantaine de musiciens, chef de prestigieux London Chamber Orchestra. Restauration et remasterisation des enregistrements originaux par le designer média audio Ellis, Joe Harrington et Jim McDonald. Le magicien du bruitage de Walt Disney pour la bande-son et effets sonores. Et pour Phantom Manor, pas de narrateur, seule la musique aura le rôle crucial de traduire cette narration afin de mieux exprimer l'ambiance gothique de l'attraction, adapter la musique originale en modifiant le rythme. La marche devient une valse, interprétée par un orchestre symphonique. L'attraction compte plus de 50 personnages audio animatronics et plus de 60 accessoires animés. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Et là, nous allons pouvoir embarquer vraiment dans le parcours. Mais c'était important de revenir un peu en arrière pour savoir d'où viennent toutes ces choses-là. On aime le sens et les liens. De l'entrée à la sortie, à l'intérieur, donc le foyer, celui qu'on commence au début, qu'on ouvre les portes. La voie du Ghost Host est uniquement aux États-Unis et au Japon, cette voie-là. C'est une Ghost Host, mais autre à Phantom Manor. C'est celui qui accueille tous les visiteurs dans le foyer en Californie, Floride et Tokyo. Il serait le propriétaire du manoir. Sa voix est celle de Paul Frees. Speech du Ghost Host, réécrit par Craig Fleming et Thierry Benizzo. Et dans l'ancienne version de Phantom Manor, on entend la voix de Gérard Chevalier. Mais dans la nouvelle version de 2018, on entend les voix de Vincent Price et Bernard Allan, franco-anglais pour cette version. Mais nous avons décidé pour l'intro de prendre les voix françaises et de mélanger l'ancienne et la nouvelle version. La pièce secrète Stretching Room qu'on voit dans le film de 2023, c'est un ascenseur assisté par gravité. Lorsque l'ascenseur se réinitialise, il peut ramener 12 personnes, c'est le fantôme qui les cache, par opposition aux 90 personnes qu'il peut faire descendre. Et pour la pièce secrète appelée Stretching Room, la salle qui s'étire du coup, selon l'attraction, soit on monte
soit on descend. Lorsqu'il fait noir et que le coup de tonnerre retentit avec le corps d'un pendu qui se balance au-dessus de nos têtes, c'est pour masquer l'arrêt. Et les ascenseurs, en fait, c'est, je disais, pour passer en dessous de la voie ferrée. En tout cas, pour Anaheim, c'est ça. Pour l'attraction en Floride, on ne descend pas, mais on a l'impression que le plafond s'éloigne de nous, et même si ici, il n'y a pas le même problème, donc d'espace et de terrain, comme celle en Californie, l'idée est resté l'effet spécial d'étirement, car indissociable de l'attraction. Il y a la vision du pendu de la pièce secrète par Mark Davis, Rolly Crump et Claude Coste dans des images. Ils n'ont pas la même vision, c'est assez intéressant de voir comment ils représentent ce pendu-là. Il y a 4 personnages dans la pièce secrète, dont Hallie Gold ou Tightrope Walker's Girl, Alexander Nitrokov et Constance Hathaway, dont je parlais, la mariée meurtrière. Et vous me direz, il n'y a pas la 4e, mais la 4e, c'est parce qu'il y a 3 personnages. Et pour ça, c'est Stretching Room des États-Unis. On a les autres personnes dans celle de Phantom Manor. Le personnage pendu dans la Stretching Room serait le fiancé pour Phantom Manor. Jack Evans serait le pendu, je disais, appelé aussi Jack Lockhart, le cœur bloqué, verrouillé, le premier prétendant de Mélanie qui est aussi son cousin. Et ça, c'est dans l'ancienne version. Les prétendants de Mélanie, après dans la nouvelle version, sont Barry Cloud, qui représenterait peut-être l'été, le capitaine Warren Defoles, le printemps, Ignatius Higgy Knight, l'automne, et Sawyer Bottom. Coucou Sawyer! Tu vas voir comment tu termines toi aussi. L'hiver, Barry Claude tué par un ours. C'est aussi le jeu de mots Barry Claude. Captain Roman Defoles, mort après une chute dans une cascade. Ignatius Higgy Knight, responsable de la mine de Big Thunder Mining Company, décédé après qu'un bâton dynamique fut accidentellement allumé. Et Sawyer Bottom, tranché en deux par une scie. Eh bah super, Sawyer de la 7ème illusion. J'espère que tu ne finiras pas comme ça. Et on trouve sous le port, j'ai pas vu ça, mais du Phantom Manor en forme de lustre, la scie utilisée lors du meurtre de celui-ci, quand on regarde en haut, à l'entrée. Ah, ok. Non mais c'est ça qui est passionnant avec cette attraction, c'est tous les petits détails. Ah c'est oui. comme, bon tu vas peut-être le dire, donc je vais pas tout spoiler, mais à un moment, il y a une photo, à un endroit, tu m'as dit, cette photo est bien dessus, c'est cette personne. Ouais, j'en parlais. Connaître pour le savoir. J'en parlais. Ouais. C'est absolument passionnant. Et donc, au foyer de Phantom Manor, il y a 2 ascenseurs. L'idée était de mettre une version française dans l'un des ascenseurs et mettre une version anglaise dans l'autre ascenseur. Mais en fait, l'idée a été abandonnée car trop compliquée à mettre en place. T'imagines? En tout cas, là on passe dans la galerie des portraits, comme on est descendu. Il y a des œuvres inédites de Greg Pro dans le style des grands peintres et illustrateurs du Nouveau Monde à la fin du 19e siècle. Anciennement, c'était des tableaux de style gothique que tu n'as peut-être pas connu ou tu t'en souviens pas. Et il y a des portraits dans la pièce secrète qui, anciennement, dans l'ancienne version, c'était peint par Julie Svetson. Seul le portrait de Melanie Ravenswood dans la galerie échappe à la thématique macabre, car elle est toujours vivante, mais on voit quand même le fantôme qui n'est pas loin derrière. Et voilà, la fameuse photo de Walt Disney bébé. Voilà. Le clin d'œil discret mais charmant qu'on trouve proche de l'embarquement sur la droite, à côté d'une table. Vous pouvez retrouver ce secret-là dans une vidéo de Valou, et je vous la mettrai évidemment dans les crédits. Et là, je crois qu'il y a un problème, JB. J'ai un problème là. Ouais, ça avance plus là. Ouais, on s'est arrêté là. De facétieux revenants ont interrompu notre visite. Veuillez rester bien assis dans votre chariot. Nous reprenons dans un instant. Ok, bah en fait, je crois qu'on a eu un problème parce que c'était peut-être Madame Léota qui nous disait qu'il y avait un problème. Madame Léota, alors, beaucoup de choses à dire sur Madame Léota. Alors on va y aller, on va y aller. L'imaginaire Léota Thomas pour le visage. Donc le visage est d'une vraie personne. Elle a travaillé sur Pirates of the Caribbean, In the Small World et The Haunted Mansion en tant que peintre. Mais c'est Yael Gracie qui lui aurait au départ juste demandé de servir de modèle. En fait, l'idée de la médium et de la séance de spiritisme vient originellement de Yael Gracie, puis c'est Mark Davis qui reprend la scène avec une version plus fantasmagorique, et d'ailleurs le personnage s'appelait Madame Z. Eleanor Audley, pour la voix maléfique, tu vas comprendre de Maléfique pourquoi, c'est aussi la voix de la belle-mère Lady Tremaine de Cendrillon dans le film d'animation de 1950 et de Maléfique dans le film d'animation de La Belle au Bois dormant de 1959 qui est un film que tu aimes beaucoup je crois. Pour la version française, la voix de Madame Léota est interprétée par Rona Lind par une expérience shakespearienne pour sa qualité prise pour sa voix. Sa tête flotte dans le vide au-dessus de la table sauf à Phantom Manor, mais c'est la seule à avoir une table qui bouge à Phantom Manor. Et le lit de Madame Léota est ouvert aux pages 1312-1313, et sur cette page de 1312, 13 et 12, illustration de la mort tenant dans l'une de ses mains une faux. En haut de page, on peut lire Memento Mori,
Ça rappelle 28 ans plus tard. Souviens-toi que tu vas mourir. En Californie, il s'agit d'une roulotte, et c'est une bohémienne, on l'entend dans le film 2003, c'est une bohémienne, elle est roumaine, c'est une médium et une diseuse de bonne aventure à New Orleans Square au 19e siècle. Par contre, en Floride, c'est autre chose. Elle était une sorcière qui a fui Salem. Lors des tristement célèbres procès de sorcières, elle aurait été en vie dans les années 1690. Et Memento Mori serait la boutique qu'elle a ouverte à Liberty Square après avoir fui les procès, et ça aurait été sa maison autrefois lorsqu'elle était toujours humaine et mortelle. Elle y vend des potions, du matériel ésotérique, des ingrédients magiques, et cet endroit lui sert également de cabinet de consultation pour des séances de spiritisme et se procurer des spirit photography, et c'est le magasin qui se trouve à l'extérieur de l'attraction aux États-Unis. À l'intérieur de la boutique, on trouve un portrait de Madame Léota, crâne dans sa main droite, chandelier, boule de cristal, carte de tarot, grimoire et un chat noir. Elle dispose de sa propre pierre tombale que l'on peut voir dans le parc américain, où l'on peut voir que ses yeux s'ouvrent parfois. Telle avec visage à l'effet bronzé et rodé. Et donc je vais juste revenir sur la Madame Léota un peu partout dans les produits dérivés, un peu partout. On la retrouve dans le film de 2003, elle est jouée par Jennifer Tilly. Dans le film de 2023, elle est jouée par Jamie Lee Curtis. Dans la série Once Upon a Time, dans la saison 7, épisode 11, je crois que ta sœur, elle a vu ça. Elle est jouée par Suzy Joachim. Et dans le film des Muppets de 2021, c'est Miss Piggy, Madame Pigota, qu'est-ce que c'est drôle. On la retrouve dans certains jeux vidéo, Epic Mickey, au nom de Madame Leona, la bibliothécaire du Lonesome Manor, dans Kinect, Disneyland Adventures, le jeu The Haunted Mansion et Disney Crossing Road. Et il y a aussi une pop Madame Leota. Et depuis 2001, pour la rematérisation The Haunted Mansion Holidays, donc avec l'étrange Noël de Monsieur Jack, Kim Irvine, c'est la fille de Leota Thoms qui fait la tête. De mère en fille. Et nous allons passer à la grande salle de bal dont tu me parlais. Il y a quelque chose de très important, mais je serai assez rapide parce que c'est très technique, mais c'est une scène de fête d'anniversaire pour l'attraction Anaheim, alors qu'à Phantom Manor, c'est un dîner de mariage. Et on entend une grande valse symphonique dans la veine de la danse macabre de Camille Saint-Saëns. L'orgue qu'on voit dans les deux films, est une reproduction fidèle de l'orgue de la Haunted Mansion de Californie qu'on trouve à Phantom Manor. L'orgue du capitaine Nemo dans 20 000 lieues sous les mers, sorti en 1954. Et les tableaux peint par Julie Svetsen, je disais, en 1990, on le trouve au fond à gauche de Phantom Manor. Nous montre le manoir à son âge d'or, coloré et entouré d'un magnifique jardin, mais où plane le fantôme au-dessus de la maison dans le ciel. Un Mickey caché, tiens, visible dans la salle de bal, extrémité gauche de la grande table, assiette posée devant un invité forme un Mickey. Pour Haunted Mansion et Phantom Manor, les animatroniques se trouvent en dessous et au-dessus de nous, c'est le fameux Phantom Paper. Mais quelques dates avant, Phantom Paper, aussi appelé Fantôme de Dirks, aussi utilisé dans le couloir sans fin au début de l'attraction, dont je le disais. Première attestation d'un tel effet, on le trouve Magia Naturalis, ouvrage de vulgarisation scientifique de Giambattista de la Porta en 1558. Le monde de l'illusion au milieu du 19e siècle, prestidigitateur hollandais et français Henri Robin de son vrai nom, Henrik Joseph Dunkel, il réclamait la paternité de l'illusion mise au point entre 1845 et 1847, présentée à Paris sous le nom de Fantasmagorie vivante. Le brevet pour un appareil de loisir appelé Polioscope, l'artiste peintre Pierre Séguin, qui avait travaillé pour Henri Robin, dépose le brevet en France en 1852. L'achat d'un dispositif appelé aétéroscope, créé par l'ingénieur et inventeur Henri Dirks vers 1858 et le développe comme illusion théâtrale John Henry Pepper, directeur du Royal Polytechnic Institution, lié à la future université de Westminster. Et le Pepper perfectionne l'invention de Dirks, première utilisation à Londres dans une représentation de la pièce L'homme hanté ou le pacte du fantôme de Charles Dickens, pour le réveillon de Noël 1862. Et un grand succès au Royaume-Uni et en France, installation de Pepper à Paris au théâtre du Châtelet en 1863. Les attractions de ce type se sont multipliées dans les salles. La scène du château des Carpates de Jules Verne, probablement inspirée du miroir de Peppers. En gros, ne retenez pas tout, mais juste ça le plus important. Effet spécial inventé par l'illusionniste John Henry Pepper au XIXe siècle, miroir placé à un certain angle pour refléter une image donnant l'illusion d'un fantôme qui apparaît soudainement, initialement utilisé dans les théâtres pour faire apparaître des fantômes sur scène, mais également par des illusionnistes, illusion d'optique pour le théâtre, les concerts, les meetings, les maisons hantées et tours de magie. Des plaques semi-réfléchissantes, verre métallisé ou film plastique, et techniques d'éclairage particulières, faire croire que des objets apparaissent, disparaissent ou deviennent transparents, ou bien qu'un objet se transforme en un autre. John Henry Pepper, chimiste et ancien directeur du Royal Polytechnic
Institution s'intéresse à la machine inventée par Henry Dirks, aétéroscope, acquisition, usage théâtral pour le coup. Il perfectionna la machine et l'utilisa pour la première fois à Londres en 1862 au sein de la pièce de Dickens, L'homme hanté ou le pacte du fantôme. Ça n'a pas vieilli, tout ce procédé, et en plus, il y en a un qui s'est un peu revendiqué, c'est Jean-Luc Mélenchon qui disait que c'est un hologramme, mais c'est pas un hologramme, c'est Henry Peppers. Bref, passons, il n'y a rien de politique dedans. Le boudoir, où la mariée pleure, inspiré du style fantastique All is Vanity de Charles Alan Gilbert, en 1892. Pour l'ancienne version, la nouvelle, c'est plus ça, on voit le fantôme dans le miroir. La musique de chambre, plus intimiste, jouée sur le gramophone du boudoir. L'orchestration fait la part belle à la flûte basse évocatrice et l'orgue enregistré dans une église de Londres. Écriture s'inspire de la fameuse toccata et fugué en ré mineur de Jean-Sébastien Bach. Et là, on va parler de ce personnage qui n'est que dans la version américaine, le Hatbox Ghost. Uniquement aux États-Unis, c'était une invention de Yale Gracie, non terminée, puis repris et abouti par Daniel Joseph. Il revient en 2015 après plusieurs décennies d'absence. Présent à l'ouverture mais peu satisfait du résultat par les Imagineers, il décide de le retirer. Il aura fallu attendre son retour plus de 40 ans. Ah ouais. Et le Hatbox Ghost, fantôme légendaire qui n'apparaît qu'en Californie, on le retrouve dans le film de 2023, joué par Jared Leto, dont on disait. Il y a aussi propre en France, à Phantom Manor, le Phantom Canyon. Le grand cimetière n'est pas présent à Phantom Manor, car remplacé par la ville western, et un canyon, la ville fantôme de Tender Mesa. Catacombe, swing, endiablé, avec quelques douches de piano bass-string western. Et tu parlais des bus qui chantent. Les 4 ou 5, parce qu'en fonction des versions, il y en a 4 ou 5. La célèbre chanson Grim Grinning Ghosts, chant comico-macabre, parolier X, Atencio et compositeur Norman Buddy Bakers dont j'avais parlé. Il y a Trull Ravenscroft, 1914-2005, j'ai la seule date pour lui, appelé Uncle Theodore. On a Rollo Runkin, cousin Algernon, Ned Nub et Phineas Puck. Ce sont les 5. Mais ils ne sont que 4 dans Phantom Manor. Cousin Algernon n'est plus là et Uncle Theodore est penché. D'ailleurs, on peut les retrouver dans le film de 2003. Et les visages sont empruntés à un groupe réel appelé The Mellow Men. On va parler ça vite fait du Hitchhiking Ghosts, qui sont en fait les fantômes autostoppeurs qu'on voit dans l'un des films. Il y a Erza Binner, le leader, Phineas Plump, le professeur, et Gus. Voilà, 3 fantômes qu'on voit. Pas dans Phantom Manor, comme je disais, mais dans la fin du ride, on voit la réflexion d'un fantôme à la fin de l'attraction. La mariée, pour le coup. Ça serait une idée de Scott Goddard. Et nous arrivons à la fin de ce ride, mais on va passer à la fin qui est la sortie avec le cimetière. Donc, nous sortons du manoir, par ici la sortie. Donc, je parlais du cimetière, à la fin de l'attraction, on peut entendre un cœur qui bat dans la grande tombe noire anonyme, si tu t'en souviens. Alors, on ne sait pas si c'est celle de la mariée. Est-ce que c'est des coups qui sont frappés ou des battements de cœur, en fin de compte? Mais ça pourrait être celle qui aurait été au départ destinée à Marie-Thérèse de Bourbon, l'amie, peut-être. Mais on n'est pas sûr. En tous les cas, elle est anonyme. On y trouve des tombes d'animaux. On y trouve Goliath le chien sur la tombe. On trouve aussi Thomas Gerald Ravenswood 9, qui est long du chat. Ah mais ils ont vraiment des noms absolument géniaux. Je sais pas ce qu'ils ont fumé les créateurs. Mais bah en fait, il y a un personnage qui existe, un imaginaire qui s'appelle Tom Fitzgerald. Donc je pense peut-être Thomas Fitzgerald. En tout cas, les tombes de Henry, donc 1795-1860, et Martha Ravenswood 1802-1860, on les trouve aussi. Lui, il a été mort écrasé par les bois de construction lors d'une inspection de la mine avec Jake, et sa femme est morte d'une crise cardiaque à la suite de ça, donc voilà. Et Arthur Ravenswood meurt en 1867, et de Gabriel Ravenswood qui meurt l'année d'après, donc en 1868. En fait, il devait y avoir une crypte proche des tombes d'Henry et Martha qui leur appartenaient, mais elle n'existe pas parce qu'en fait c'était trop cher. Et voilà, par contre, Jasper Jones mourra 6 ans plus tard, donc les domestiques, en 1866, et après le tremblement de terre. Donc chute de cheval effrayé par un serpent à sonnette dans le jardin de la propriété. Et Anna Jones le rejoint l'année suivante. Ces tombes-là ont été déplacées, ont été changées en fin de compte, depuis qu'on est venu. Et Mary Murphy Ravenswood, alors ça c'est pas sûr, peut-être le vrai prénom de la fille du propriétaire ou de la famille de Martha, parce qu'on a cette tombe-là. Et une autre tombe, Frank Ballard, l'un des autres prétendants, qui serait celui pendu par le fantôme dans la changing room. Peut-être, ou pas. En tout cas, ces personnages-là, dont les photos on peut les voir sur les tombes, sont des gens importants, mais on ne sait pas qui c'est vraiment. Il y a une dose de mystère, et c'est pour ça que ça fonctionne aussi. Si tout était tout le temps expliqué, ça fonctionnerait moins. En tous les cas, j'ai terminé de mon côté sur ça, mais je voulais juste revenir sur un projet français qui parle de Phantom Manor, qui n'est pas un film, mais
qui est un projet de court-métrage de 20 à 30 minutes d'une personne, dont je citerai le nom juste après. C'est basé sur une histoire d'amour et de possession fantomatique dans un vieux Far West des années 1890. C'est une histoire librement inspirée de la célèbre attraction Phantom Manor. Elle évoque avec poésie un mariage abandonné et nous met en garde de la cupidité de l'humanité et nous questionne sur la valeur du véritable amour face au temps. Est-il possible d'aimer au point d'attendre l'éternité? Et ce personnage s'appelle Johan Supply, ou Supply, je ne sais plus. C'est un réalisateur français de 32 ans, scénariste et metteur en scène pour Disney, le parc Astérix, TF1 et la Tour Eiffel. Lancement officiel du projet en 2021, Phantom Manor The Bride's Song, le chant de la mariée. En fait, cette idée est venue parce que pour lui, les maisons hantées dans les parcs d'attractions, c'est ce qui m'a donné envie de faire du cinéma. Le premier jour de tournage, c'était l'enterrement des parents de Mélanie. Très fun. Effectué en mars 2024 et reste encore à prévoir et organiser 10 autres journées de tournage. Mais aujourd'hui, je sais pas parce que c'est sur leur temps libre. Est-ce qu'ils ont fait un peu plus de... Voilà, donc on sait pas trop. Mais en tout cas, il y a une cagnotte Ulule à l'époque qui en fait s'est terminée avec 28 140 € qui était de base voulu à 10 000 €. Ok, donc ça montre l'engouement vraiment des personnes pour ce projet, pour l'attraction. Je comprends qu'il ait dit que ça lui avait donné envie de faire du cinéma parce que on l'a vu dans tout ce que tu as expliqué, la conception, etc., etc. Et tu l'avais même dit un petit peu plus tôt, mais cette attraction, c'est du cinéma en soi. C'est du cinéma. Mais en quelle dimension? Bien sûr, et je trouve que ça peut être une bonne idée de s'y inspirer de Phantom Manor. C'est pour ça que je loue et je veux parler de ça parce que c'est le plus récent. Il y a eu un près de 15 000 € de décors sur mesure, plus de 4 plateaux de tournage entièrement construits en studio, un gigantesque décor extérieur et un chariot western. Donc pas de fond vert car tout est construit à taille réelle, sur mesure. Il y a un partenariat avec un parc d'attractions western dans les Vosges qui met à disposition tous ces décors gratuitement pour soutenir le projet. C'est cool. Il y a la Cité des Rêveurs, qui est l'association de loi 1901, donc une association à but non lucratif, qui est la sienne, et Asquad Pictures, qui est la société de Mathieu Muller, qui est le directeur photo sur ce court-métrage. Il y a eu l'inauguration des décors le samedi 7 juin 2025, et il y a un teaser d'ailleurs, sorti le 31 octobre 2024, avec la voix française de Johnny Depp, Bruno Scholl ou Schell, qui fait la voix en tant que narrateur, et Phantom Manor, il disait avec Titanic et Terminator 2, ces trois univers m'ont donné l'envie, moi aussi, de raconter des histoires. Pour moi, c'est le seul et unique souvenir de mon premier passage à Disneyland, la maison hantée. J'avais 6 ans, l'expérience m'a profondément marqué et près de 30 ans plus tard, je reste toujours fasciné par cette demeure et par l'histoire qu'elle raconte. Donc cela fait plus de 10 ans qu'il rêve de donner vie à l'écran. On passe de la posture du visiteur au statut de spectateur. Des inspirations cinéphiliques, il y a Pirates des Caraïbes. On disait tiens c'est marrant, c'est amusant, c'est sorti la même année le premier 2003. Harry Potter aussi, il y a Alfred Hitchcock, Steven Spielberg ou Martin Scorsese pour les dialogues, Quentin Tarantino pour les déplacements des personnages dans une pièce pendant un échange, il y a Tim Burton pour le côté surnaturel, et il y a aussi Zack Snyder dans ses références pour la mise en image très sérieuse et soignée d'événements importants, voire sacrés selon lui. Et Daniel Elfman ou Hans Zimmer, beaucoup ont eu d'impact sur sa façon d'imaginer le film. Et il dit, à la fin, « Je crois que lorsque ce projet sera terminé, je serai libéré de quelque chose. » Mais attention, aucune date de sortie n'est annoncée, mais sera disponible gratuitement sur YouTube. Donc je trouvais que c'était intéressant de parler de ce projet, dont on connaît pas grand-chose, en fin de compte, si on s'intéresse moins à Phantom Manor, et on ne connaît que les films. Et ça vient de France, et c'est Phantom Manor. Je trouvais que c'était intéressant. Bien, merci beaucoup à toi, King Tao, ou devrais-je dire Link, puisque tu as utilisé ce nouveau pseudonyme dans l'épisode 50 du petit podcast. Que je n'ai pas encore écouté, parce que j'étais en train de travailler, mais j'écouterai ça ce soir. Il n'y a pas de problème, je te remercie d'ailleurs grandement d'y avoir participé, mais je te remercie surtout pour tout ce gigantesque travail de recherche sur le manoir hanté. C'est passé par des livres, par des articles, par des vidéos, par des audios, par énormément de choses. J'ai été extrêmement intéressé par tout ça, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup parlé, j'ai surtout écouté, puis j'ai laissé King Tao faire sa prestation, puisqu'il m'avait parlé d'une mise en scène. D'une mise en scène, d'une prestation, voilà, d'un fantôme très énergique, très passionné, à l'idée de raconter l'histoire de ce manoir, ou de son manoir. Oui, à l'image de Phantom Manor, mais... On espère que ça vous aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cet épisode et à vous abonner à la chaîne YouTube. On vous souhaite, bien évidemment, un excellent Halloween. Oui, excellent Halloween, mais King Taos... Oui, il y a les Illustros et les King Taos. On espère que vous aurez appris pas mal de choses intéressantes, que ça soit sur
notre vision respective des 2 longs métrages, ou encore sur l'histoire, ou plutôt les histoires de ce manoir, ou plutôt des manoirs, car il y en a plusieurs avec plusieurs visions qui s'opposent, mais qui en même temps se répondent, mais qui en même temps s'opposent. Tout cela crée un mystère autour de ce manoir hanté que je trouve particulièrement passionnant. C'est vraiment mon attraction à Disneyland Paris que je préfère. Je suis beaucoup plus fan justement du travail d'ambiance, du travail d'histoire, de personnages, de lore, que des attractions fortes, même si les attractions fortes, c'est marrant, disons-le. Maintenant, eh bien, nous allons côtoyer d'autres univers halloweenesques, d'autres univers avec des manoirs hantés, avec des fantômes, avec des chats au prénom particulier, mais sacrément marquants. King Tao, est-ce que tu souhaiterais dire quelque chose avant de conclure? Je te remercie encore une fois, mon cher fantôme. Merci beaucoup. Moi, ça m'a fait plaisir de parler de cette attraction, de faire énormément de cauchemars de Phantom Manor pour faire ces recherches, et en fin de compte, de pouvoir vous donner, en fait, non pas un point de vue, parce que en fait, j'ai recensé des choses autant de fans, des choses vraies, des choses officielles, des choses d'autres gens. En fait, il y a vraiment cette vision-là qu'on peut avoir différente pour dire est-ce que c'est elle. Mais en fin de compte, on se retrouve sur un point, c'est que on voit une mariée, ça c'est sûr, on voit un méchant. Voilà. En tous les cas, moi, ça m'a fait plaisir d'enregistrer avec toi. Le prochain épisode, un peu suspense, mais ça sera en novembre. Je crois que c'est un film normalement que tu dois choisir toi. Parce que moi, j'avais choisi été 85 et genre, tiens, remercier encore sans prendre la voix du fantôme. Merci aux plus de 200 vues. Je sais que L'étranger sort la semaine prochaine et donc c'est plaisant. Et aussi merci pour les shorts aussi, d'avoir eu quand même pas mal d'engouement pour autant... le short où je vais ouh la momie, je m'entends plus, et aussi le trailer. Voilà, en tout cas ça c'est peut-être le dernier gros projet de cette année, et après je reviendrai avec un autre projet l'année prochaine, 1 ou 2, parce que ça prend beaucoup de temps, n'empêche, hein. Voilà, tous les soirs je suis à fond dedans, je mets la musique Phantom Manor. Là, je vais me reposer, mais juste avant, pour Jean-Baptiste, pour lui faciliter le travail, je lui enverrai des choses, des photos, des choses comme ça au moins vous pourrez avoir l'épisode le 31, comme vous l'écoutez le 31 et après. Voilà, je vous souhaite un joyeux Halloween, et puis à la prochaine fois, mes King Taos. Encore merci King Tao pour tout ton travail, on sent que tu t'es donné, que tu as été passionné, je t'adore, merci beaucoup. Maintenant, on s'en va côtoyer d'autres univers. Et on vous dit... Salut! Salut!